Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des découvertes du mois. On fait mois après mois, le mois dernier c'était septembre 2024, donc nous passons en octobre 2024 avec toujours ce retard de quelques mois que je n'arriverai sans doute jamais à combler, mais peu importe. Un mois assez petit en termes de nombre de jeux par rapport un peu aux autres mois, hein. Là on est dans moins de 15 jeux, là où parfois on approche des 30, mais peu importe, hein, ça fait quand même beaucoup de découvertes de manière générale. Mais disons que comparativement aux autres mois, il y en a un petit peu moins, ce qui fait que la vidéo est un peu plus courte, mais peu importe. Comme d'habitude, dans cette vidéo, il y aura d'abord des déceptions, des choses que je n'ai pas aimées. Ensuite, on passera aux choses que j'ai un peu plus appréciées. Et enfin, on finira par des tops. Et ce mois-ci, dans les tops, il y aura 3 jeux. Et c'est rigolo parce que c'est vraiment... Au moment où j'écrivais la vidéo, au début, j'en avais qu'un, qui est sur cette table. Et puis, petit à petit, en fait, lors de l'écriture, je me suis dit, non, mais quand même, quoi. Toi, tu mérites quand même d'être dans les tops parce que t'es vraiment au-dessus des autres jeux de la catégorie, des trucs qui sont pas mal. Donc 3 tops, ce qui est cool. Et d'ailleurs, parmi les tops, c'était assez difficile pour moi de déterminer le jeu du mois. Finalement, ça a été celui qui était seul dans les tops au début, hein, sans grande surprise. Comme d'habitude, je prends, pour illustrer tout ça, des images qui sont fournies par les éditeurs sur leur site, etc., sur Board Game Geek, quand c'est eux qui les uploadent. Ce qui est pas toujours simple parce que, par exemple, Allplay, hein, dont on voit 2 jeux ici, ils ont très peu de ressources visuelles. Parfois, du coup, je prends aussi des images de Eric, de What's Eric Playing, qui m'a autorisé à les utiliser généreusement, donc merci à lui, parce que lui prend des belles photos, contrairement à moi, qui vraiment, c'est le niveau 0 à ce niveau-là, donc voilà, à chaque fois, je vous mets son petit Instagram qui défile, je vous mets aussi le lien dans la description. Voilà à peu près, comme d'habitude. Je vous attends dans les commentaires pour parler, vous, de vos découvertes récentes. Ça peut être, vous pouvez retourner si vous enregistrez vos stats ou quoi dans les parties d'octobre, mais sinon, ça peut être des découvertes plus récentes. Vous pouvez aussi commenter mes propres choix si des choses vous intéressent, etc. Et lâchez le petit pouce qui va bien si jamais, partagez la vidéo dans les commentaires. Vous pouvez donc vous exprimer. Et puis, si jamais, il y a toujours le petit Buy Me a Coffee où vous pouvez soutenir la chaîne à partir de 1 € si vous pensez que mon travail le mérite et que voilà, vous avez les ressources pour soutenir. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. On va pouvoir donc sans plus attendre passer au jeu que j'ai pas trouvé terrible. On va me dire oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette parce que ça c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. On commence cette vidéo avec un des jeux de la dernière gamme d'Allplay. C'est des toutes petites boîtes qui coûtent une dizaine de $. Elles sont toutes illustrées par Saibepu et pour la petite histoire, alors ces boîtes-là, cette collection, c'est quelque chose qui est issu d'une petite frustration. À l'époque, Allplay avait refusé Nana, qui depuis chez nous est devenu Trio, parce que justement en fait ils avaient 2 gammes et Nana ne rentrait dans aucune des gammes existantes à l'époque. Donc cette petite frustration a mené au fait de faire des petites boîtes d'une dizaine de $, encore une fois, et avec à chaque fois des illustrations de Saibepu qui est l'illustratrice d'origine de Nana. Bon, on passe un peu sur l'anecdote, et Fairy qui est absolument charmant comme à peu près tous les jeux illustrés par Saibepu. Je pense que des 4 là qui sont sortis pour commencer, c'est sûrement celui qui se veut un peu le plus foufou, le plus rigolo, le plus jeu d'ambiance, qui se joue jusqu'à 10 et qui j'imagine est censé faire rire un peu tout le monde autour de la table. Et pour ça, on est face à vraiment des choix très limités, à base de quelques cartes, il faut faire des prédictions, alors on peut un peu faire de la déduction et des probabilités, parce que le deck, encore une fois, il a pas grand chose comme carte, et c'est des cartes qui vont, je crois, de 1 à 21 ou un truc comme ça, et faut dire si la carte qui va venir va être plus grande, plus petite, égale, des trucs de ce genre-là. Et évidemment, petit à petit, on sait un peu ce qui est déjà sorti, ce qui facilite les déductions. Ces prédictions-là, de dire si c'est plus haut, plus petit, on les fait à la base de gestes, avec une main, comme ça, et finalement, cette espèce de gestuelle-là, qui, pour faire les prédictions, c'est un peu l'essentiel de la scénographie de la partie, et plus la prédiction est risquée, plus on va marquer de points, donc voilà. Dire plus haut, plus bas, ça rapporte pas grand chose. Par contre, il y a des cartes spéciales, si on les prédit, ça rapporte vraiment plus. Et dans tous les cas, on perd, si on s'est trompé, 1 point, ce qui est assez amusant en termes de game design, enfin assez étrange, plus qu'amusant, parce que finalement, ça punit pas du tout les risques pris de manière proportionnelle et réciproque à ce que ces risques pourraient rapporter. Donc je disais la mise en scène par la gestuelle, l'autre petit élément de mise en scène, ça passe aussi par la main, par l'autre main qui ne fait pas les gestes, puisque c'est la manière dont on va compter les points. On a chacune une petite carte personnelle qui va de je sais plus combien
combien, peu importe, et dessus il y a une piste de score des deux côtés, et l'idée, la présentation dans les règles, c'est qu'on est censé la tenir entre le pouce et l'index, et comme ça en mettant ses doigts sur son score et en bougeant un peu sur cette piste avec ses doigts, et donc on tient cette carte entre nos doigts comme ça, et comme ça nous on voit notre score avec notre pouce et puis les adversaires le voient avec notre index, et on utilise une main pour ce score et du coup l'autre main est libre pour le fameux geste en question tout en gardant un matériel assez limité. Alors bon, l'idée est rigolote et tout, enfin ça reste de la mise en scène, ça n'apporte rien en termes purement de sensation de jeu, mais pourquoi pas, enfin l'idée est plutôt intéressante d'un point de vue matériel. La réalité c'est que moi, pour la plupart des gens avec qui j'ai joué, la tenue de cette fameuse carte elle est pas pratique, elle masque la moitié du score, moi avec mes gros doigts on sait pas du tout quel score j'ai, et du coup la réalité c'est aussi qu'on se fiche un peu du score, hein. C'est pas très très important, hein. C'est le déclencheur de fin de partie, sauf si il y a deux déclencheurs de fin de partie dont le score, on s'en fiche un petit peu, on regarde pas trop le score des autres, donc nous ce qu'on fait, plutôt que tenir ça comme ça, on respecte pas ce que nous demande la règle, on pose la carte sur la table et on la suit en posant l'index ou un petit cube. C'est en termes d'expérience de jeu en fait ça rend le tout un peu plus fluide, un peu moins désagréable, alors même que c'est un peu dommage puisque c'est un des arguments de vente du jeu. Reste que c'est assez anecdotique, hein, tout ça. Le principal souci c'est que le jeu, la féerie, j'ai dit, c'est sûrement celui qui se veut un peu le plus foufou, il manque cruellement de folie. Il devrait être en fait beaucoup plus délirant que ce qu'il est, parce que là c'est rigolo, hein, quelques parties, notamment j'ai dit qu'on peut finir si on atteint un certain score, ça peut aussi être si les 3 faits du paquet sont révélés. Parfois ça met un peu des fins prématurées, un peu comme dans par exemple un Potato Man lors de certaines manches ou des trucs comme ça. Mais en fait la plupart des parties, même si c'est des parties évidemment très courtes, c'est très ennuyeux en fait, hein, ça s'enlise, les choix sont évidents, les choix sont répétitifs, la partie est monotone, et finalement ce que veut provoquer le jeu en fait par sa mise en scène un peu loufoque, ça suffit pas à sauver le jeu, à donner du corps au jeu par sa mise en scène, tout se ressemble un peu, l'implication des joueurs, des joueuses est assez absente. Finalement il y a un gros regret, c'est que le concept qui effectivement est très simple, il n'a pas été un peu poussé plus loin pour proposer à la fin une œuvre un peu plus mémorable. Je passe très vite sur Gopher, vous savez que moi les jeux abstraits c'est pas trop mon truc, les jeux abstraits à information complète et tout, je déteste ça, c'est souvent trop calculatoire pour moi, même si c'est quand même aussi une fascination, hein, les jeux abstraits, je le dis à chaque fois, mais notamment il y a leur visuel qui est parfois extrêmement frappant et extrêmement beau pour moi, il y a vraiment une attirance visuelle pour les jeux abstraits qui gardent un visuel dénué de toute fioriture, et également un peu comme dans des jeux de pli par exemple ou des jeux de cartes, j'aime bien dans les jeux abstraits, il y a des petits gimmicks qui parfois on est là et on se dit waouh, comment ils ont pensé à ça, c'est vraiment un tout petit truc et c'est vachement intelligent d'y avoir pensé, mais à la fin c'est la différence avec pas mal de jeux de pli, pour moi la sensation de plaisir elle est à peu près absente ou presque, hein, sauf le plaisir encore une fois de la curiosité, de la découverte et tout, la curiosité purement critique, là il y a du plaisir dans cette curiosité mais le plaisir de jeu non. Et Gopher c'est une proposition d'un auteur qui a beaucoup de jeux abstraits et moi c'est quelque chose que j'aime bien aussi, hein, parce que c'est des auteurs, des autrices qui ont une ludographie parfois un peu fournie et qui essayent souvent de creuser un peu le sillon de ce genre du jeu abstrait, et pour le coup cette proposition la Gopher, je trouve que ça peine à se démarquer, on est vraiment quelque chose de très très classique, justement le petit gimmick et tout, il y a pas tellement c'est pas tellement ça fait pas exploser le cerveau quoi en se disant waouh bravo quoi. L'idée c'est qu'on va remplir un plateau avec des contraintes, on va essayer de bloquer l'autre, mais l'ensemble ça reste ouvert un peu trop longtemps à mon goût, hein, petit à petit ça se referme évidemment, en tout cas la façon dont moi je le joue, hein, je joue peut-être très mal et peut-être qu'il y a moyen que ça se ferme plus vite, du coup moi je trouve que là encore, hein, comme dans Féerie c'est une partie très courte mais on s'ennuie très vite, je trouve que c'est difficile d'envisager des stratégies à différents termes, alors que par exemple dans un jeu comme Donuts, j'arrivais un peu à apprécier ça, le côté je réfléchis à moyen terme, à court terme, à long terme un peu moins, mais j'arrive à envisager à moyen terme à 2-3 coups sans que ce soit compliqué, en fait le jeu est assez affordant pour me permettre d'envisager ça sans que je tombe trop dans l'analyse. Là j'ai l'impression que ça se résume un peu à répéter le même mouvement encore sans vraiment que ça fasse émerger une quelconque émotion ou une quelconque étincelle d'intérêt de mon côté. Et alors voilà, Gopher, parfois je peux conseiller certains jeux abstraits, je me dis ah ouais toi je sais que t'es sensible à ce genre là, vas-y faut que t'essayes ça, là Gopher franchement je vais pas le recommander à grand monde, même des fans du genre, parce que je trouve que même dans cette perspective là c'est un jeu qui est assez faible. Dans les jeux de cette première catégorie des jeux pas ouf, Kinoko c'est sûrement celui que j'ai trouvé le plus réussi et le plus intéressant. Dedans il y a un petit peu un côté Hanabi compétitif, alors en fait la comparaison avec Hanabi elle saute aux yeux parce que c'est des cartes qu'on tient face aux adversaires, que c'est nos adversaires qui voient et nous on ne les voit absolument pas, mais ça se retrouve aussi, et c'est plus intéressant sûrement que dans la gestuelle, dans la manière dont on va essayer de déduire un peu ce qu'on a en main par les actions non verbales des autres joueurs ou autres joueuses, ce qui est un peu ce qui se fait dans Hanabi, même s'il y a du verbal
verbal, on se donne des indications et tout, et ce qui est intéressant dans Hanabi, c'est évidemment cette espèce de contradiction entre donner des indices aux autres, progresser moi dans la résolution de ma main. Là c'est pas tellement ça, c'est vraiment plus le côté déductif qui est assez intéressant. Parce que l'idée de Kinoko, c'est qu'on veut rassembler à un endroit, que ce soit chez nous, que ce soit chez un autre joueur, une autre joueuse, ou au milieu de la table, on veut mettre les cartes, les 3 cartes, d'une couleur que il y a que nous qui connaissons. Si j'ai par exemple le vert, je veux que les 3 cartes vertes se retrouvent ensemble à un endroit, que ce soit encore une fois chez moi ou ailleurs. Et forcément, petit à petit, cette couleur que nous seuls on connaît au début de la partie, en fait, nos actions, les autres vont déduire un peu, ah oui, toi t'essayes de rassembler le vert, toi t'essayes de rassembler le jaune, parce que voilà, comme on essaie de le faire, évidemment, on va essayer d'agir sur ces couleurs-là, que ce soit par nos mouvements, ou si on a pas trop de malchance aussi, parce que des fois, on arrive à trouver aucune carte de notre couleur, alors ça veut sûrement dire qu'elles sont chez nous en partie, mais du coup il faut progressivement comme ça se referme un peu, les déductions se font, il faut essayer d'aller à la fois donc vers notre victoire, vers le rassemblement un peu de ces cartes là, mais sans trop en révéler non plus, même si l'aspect bluff est quand même assez mineur je trouve dans le jeu, et en même temps du coup le parallèle c'est qu'on essaye aussi quand les autres jouent de comprendre un peu les trajectoires des autres pour peut-être essayer de contrer. Si je sais que mon adversaire essaye de rassembler le rouge, je vais essayer de pas lui révéler trop de trucs rouges, ou bien je vais essayer en tout cas d'écarter les rouges les unes des autres. C'est un équilibre assez délicat, je trouve qu'il est pas tout à fait maîtrisé, je l'ai dit un peu dans le côté bluff, on bascule trop souvent d'un côté de l'autre et ça peine finalement à vraiment rester sur le fil pour vraiment donner des bonnes sensations équilibrées en termes de dilemme et tout. Et évidemment ce côté un peu déséquilibré et qui a du mal à rester un peu justement sur ce fameux fil, c'est renforcé aussi par le hasard du lancer de dés. Moi je trouve pas ça du tout rédhibitoire, au contraire, je trouve ça plutôt cool, mais parfois ça pourrait faire un peu grincer des dents, et parfois ça peut aussi donner l'impression que ce lancer de dés il est très décisif dans la victoire, contrairement aux décisions des joueurs, des joueuses, et c'est là que je dis que justement l'équilibre, c'est pas facile à avoir cet équilibre là. Je trouve que Kinoko y arrive pas trop. Il y a aussi, je trouve que Kinoko, le côté déduction qui se mélange un peu à de la mémoire, ça rappelle aussi un jeu comme Trio, qui est plus récent, même si Nana, qui est la version d'origine de Trio, était sortie avant Kinoko, mais la comparaison est moins immédiate, et je pense pas que c'était une influence de Kinoko directement. La déduction et la mémoire, en fait, c'est 2 éléments qui dans Kinoko se mélangent, où va y avoir un élément qui va servir l'autre, et il n'y a jamais non plus aucun des 2 éléments qui soit une source vraiment d'une exclusion trop forte par le différentiel de compétences, ce qui parfois est un peu le cas dans les 2 genres, quoi que ce soit dans la mémoire ou dans la déduction. Là je trouve que l'équilibre pour le coup est plutôt bien réalisé. Kinoko du coup c'est plutôt intéressant à découvrir comme jeu, moi j'aimerais bien y rejouer et tout, y a pas de souci. C'est juste que je trouve ça manque un peu de ce que je disais de cet équilibre entre les sensations, et du coup je peine souvent à y trouver vraiment ce que j'en attends. Je trouve qu'il reste aussi un petit peu sage, ça manque de moments mémorables pour vraiment apprécier le jeu entièrement. Je trouve que finalement on fait quand même assez vite le tour de la proposition, en une manche c'est fait, et voilà, y revenir pourquoi pas parce que le jeu est curieux, mais en même temps je sais que je vais pas en tirer grand chose de plus que ce que j'en ai déjà tiré, et notamment dans les parties il y a une certaine redondance, et encore une fois le jeu est court, mais faut jamais penser que parce que la partie est courte, ça empêche à ce genre de sentiment un peu ennuyeux et redondant et monotone de s'installer. C'est une question de rythme, un jeu c'est pas juste une question de durée de partie, et notamment je trouve il y a quelques éléments encore dans Kinoko qui pourtant a des règles simples, des éléments un peu superflus. Par exemple il y a une couleur interdite là, qui en gros on essaye de pas avoir de cette couleur dans nos mains, mais on voit que c'est un peu là une rustine plus qu'autre chose que pour apporter réellement quelque chose au jeu. C'est juste un ajout dont on sait pas trop pourquoi il a été mis. Mais comme j'ai dit, de cette partie, ça reste le jeu que j'ai trouvé le plus réussi, que ce soit dans sa proposition ou dans sa réalisation, même si on reviendra plus tard également dans cette partie sur un jeu où je trouve que même si à la fin il est moins cohérent, moins réussi, son essence est un peu plus forte. Un nouveau on-game, vous le savez depuis maintenant que je fais ces vidéos, c'est synonyme au moins de curiosité pour ma part, parce que c'est souvent des jeux intéressants, au-delà de leur aspect visuel et tout, il y a quand même des propositions assez fortes, notamment que le dernier que j'avais découvert c'était Dropolter, que j'ai mis dans mes tops en septembre, là le mois dernier des découvertes de septembre. Du coup pour moi, on-game ça continue à être une maison d'édition qui sort parmi les meilleurs jeux à chaque fois, chaque année. Il y a eu Order Overload aussi plutôt dans l'année qui est arrivé en français. Mais c'est bien quand on a comme ça un peu une curiosité, un amour pour un éditeur, de se faire un peu rappeler à l'ordre par ce qui est sans doute le pire jeu, en tout cas
le pire auquel j'ai joué de la gamme de On Games. Moving Wild, c'est une refonte d'un jeu qui existait déjà pour le coup, qui est Zully, qui est un jeu disponible sur Board Game Arena si jamais vous êtes curieux ou curieuse. Je vous mettrai peut-être un peu d'une partie solo de BGA en fond d'ailleurs pour illustrer tout ça. Et d'ailleurs, je pense que la version Zully, là, je sais plus quel éditeur avait fait ça, mais c'était peut-être un peu plus agréable à manipuler au niveau de la taille de carte, etc. Même si, comme toujours, hein, les visuels de On Games, ça a beaucoup plus d'identité et c'est assez fort en termes visuels, hein, ça change pas. Par contre, si on reste sur l'édition, il y a une petite question, il y a des jetons points pour 1 point, 2 points, 5 points, 20 points et 50 points, mais il n'y a pas 10 points. Et vraiment, quand on a joué, c'était avec Jérémy, on était là, on se disait, mais pourquoi? On a cherché, on trouvait pas, parce que vraiment, il y a plein de moments où on voulait prendre des 10 points et on ne pouvait pas, parce qu'en termes de score, c'était pratique. Bref, un choix assez étrange, mais admettons, au fond, on s'en fout, hein, c'est pas ça qui va définir la qualité ou non du jeu, mais c'est un peu un choix éditorial assez étrange. Dans Moving Wild, on est vraiment dans un jeu extrêmement calculatoire, où on va essayer d'agencer ces cartes qu'on va récupérer par un système de draft pour vraiment optimiser le score, en respectant des contraintes ici et là, avec comme toujours des petits bidules qui permettent un peu de flexibilité, des petits outils, machin truc. En termes de sensations, il y a zéro originalité, il y a zéro nouveauté, tout respire vraiment le jeu très très convenu, le jeu déjà joué 100 fois, que ce soit dans l'esprit général ou dans les quelques façons de marquer des points, hein, il y a vraiment rien qui sort du lot, et il y a en plus de ça des choses qui me chiffonnent particulièrement dans Moving Wild, au-delà du manque d'inventivité de l'auteur, ça à la limite des fois j'arrive à le pardonner parce que le jeu reste solide. D'abord, je l'ai dit, pour récupérer les cartes, les fameuses, c'est du draft, c'est ce qu'il y a de plus bête, hein, du draft à la Seven Wonders, je prends une carte, je passe les autres, je prends une carte, je passe les autres, etc. Sauf qu'on va finir avec X cartes à placer. Et en gros, ce draft, il se fait sur l'entièreté de la main, parce que c'est la règle, donc on va récupérer toutes les cartes à un moment, on va récupérer autant de cartes que ce qu'il y a à drafter. Ça veut dire que la dernière carte qu'on reçoit, on va être obligé de la placer, sachant que, je l'ai dit, hein, c'est un jeu très calculatoire, et il y a de fortes chances que du coup, ce truc sur lequel on avait quasiment aucun contrôle, et parce que c'est la dernière, donc on la prend, ça n'allait pas du tout avec ce qu'on avait prévu en termes de calcul, en termes d'optimisation, et que ça vienne nous flinguer pas mal de trucs, un peu gratuitement sans qu'on y puisse grand chose. Alors je suis pas contre le hasard, je suis pas contre le chaos, au contraire, hein, je suis plutôt partisan de tout ça, mais juste un moment, un jeu a une essence, une espèce de proposition, et il faut qu'il y ait une cohérence. Dans un jeu un peu bordélique, si jamais c'était ce côté punitif et tout qui était le cœur, pourquoi pas, mais là, on est au contraire dans un jeu super calculatoire, super dans l'optimisation, et on vient te mettre à la fin une carte random face à laquelle tu peux rien faire, et qui pour certaines personnes sera bien, pour d'autres personnes sera quelconque, pour d'autres personnes sera une grosse punition. Si vous êtes auteur ou autrice, il y a une bonne idée, dans ce genre de cas d'histoire de draft, c'est que on va pas drafter l'ensemble de la main de départ, mais que la dernière carte on la défausse. Ou encore, qu'on drafte l'entièreté de la main, mais on va que en placer un certain nombre. Ce genre de truc. Et je dis c'est une bonne idée, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est des éléments de game design qu'on retrouve assez souvent dans ce genre de jeu. Je suis pas sûr que ça aurait changé, hein, mon avis général assez négatif sur le jeu, mais disons que je trouve que ce serait une décision de game design plus en phase avec la proposition et qui apportera un peu plus de cohérence. Il y a ça, l'autre truc que je déteste, qui renforce le côté très calculatoire pour le coup, c'est que le calcul. Ce fameux calcul, cette fameuse optimisation pour essayer de mettre les cartes au bon endroit et avec les bonnes cartes, et en fait ce calcul, on va le refaire en mode plus à chaque putain de fin de manche. Il y a 3 manches, et à chaque manche, on va devoir refaire un calcul optimisé, et avec d'autant plus d'éléments. Et que c'est ultra désagréable parce que, moi je déteste ça, franchement, même dans des petits jeux, même quand... Là ça prend une place que je trouve insupportable, parce que en fait, ce qui est étonnant, c'est que, je l'ai dit, le jeu, à la fin du draft, il ne laisse pas cette flexibilité, il nous force à placer la dernière carte, mais par contre, à la fin de chaque manche, on peut reprendre toutes nos cartes et tout réorganiser, pour justement essayer de réfléchir encore à une meilleure optimisation et à marquer encore plus de points. Autant vous dire que, de base, chacun des calculs c'est affreux, mais ça devient de plus en plus affreux au fil de la partie. Alors que, sans que ça sauve le jeu, parce que, moi j'aime pas trop ça, c'est de toute façon trop dans l'optimisation et tout, mais si, de manche en manche, on devait laisser son parc tel qu'on l'a organisé dans les manches précédentes, et comme ça essayer de le compléter petit à petit, ou de créer des nouvelles zones, ça garderait pour moi trop de calculs, hein. C'est pas ce que j'aimerais, mais disons que ça ferait une limite dans ces calculs, ce serait pas des calculs avec de plus en plus d'éléments, ce serait juste des éléments qu'on rajoute à des calculs qu'on a fait précédemment. Et en même temps, pour moi ça créerait de mon côté un engagement un peu plus fort quand je place une carte à un endroit, parce que je sais qu'elle va y rester. Je me dis pas je vais la mettre là pour l'instant et puis plus tard je la mettrai à un meilleur endroit. On pourrait même envisager, en allant un peu plus loin dans cette direction là et pas sur l'engagement comme ça de manche en manche, que quand on choisit une carte au moment du draft, quand on prend la carte qu'on a choisie, on doit tout de suite la placer.
Alors ça poserait d'autres questions, hein, d'autres problèmes qu'il faudrait résoudre en termes de game design par rapport à la proposition du jeu, mais pour moi, parce que là ce qui se passe c'est qu'on place nos cartes qu'une fois qu'on a fini la phase de draft, donc quand on a nos X cartes, alors qu'on pourrait placer carte après carte, ce qui serait chiant aussi, hein. Je dis ça mais ce serait chiant parce qu'il faudra regarder qu'est-ce qui intéresse les autres et tout, contre-drafter éventuellement, puisqu'on aurait cette connaissance, donc ça créerait d'autres problèmes pour moi, mais en tout cas en termes d'engagement par rapport à son plateau personnel, je trouverais ça beaucoup plus intéressant, parce que ça crée de la prise de risque aussi, hein, puisqu'on commence à s'engager sur un truc et parfois ça va mal se dérouler, ça créerait aussi plus de surprises peut-être, on se dit ah j'ai récupéré la carte qui va bien, ça créerait aussi plus de désillusion, au contraire, ça créerait en fait des émotions que Moving Wild ne parvient pas à proposer. Donc pour moi un gros échec Moving Wild, c'est un des pires jeux que j'ai joué ces derniers mois. La moins pire des configs c'est sûrement le mode solo, mais franchement épargnez-vous ça, hein. J'espère vraiment que les prochaines sorties On Games ressembleront plus à Dropalter ou Order Overload qu'à Moving Wild. On part pour un jeu que j'ai découvert en solo, que j'ai découvert sur Board Game Arena, j'ai d'ailleurs fait une partie lors d'un hebdo jeu de société si vous voulez l'avoir en entier, un peu commenté. C'est un jeu Pentaquest qui à la base était proposé en print and play. Après je sais qu'il y a eu des financements participatifs pour d'autres versions ou des versions augmentées ou co-caisse. En tout cas le print and play est toujours disponible. On est dans Pentaquest, c'est vraiment du placement de dés très classique où il y a des cartes monstres qui sont disposées en rivière, donc on a plusieurs cartes sur lesquelles on peut placer, on lance les dés et il faut faire certaines combinaisons pour vaincre les monstres. Voilà, c'est une rivière qu'on va petit à petit réalimenter à chaque fois qu'on bat des monstres jusqu'à épuisement du deck. C'est la condition de victoire pour gagner, faut vaincre toutes les cartes. Et en gros, l'idéal c'est un peu anecdotique, mais c'est si on utilise peu de cartes de pouvoir de relance, puisque je vais y revenir, mais les cartes qu'on bat nous donnent des pouvoirs de relance. Si on en utilise le moins possible, on a plus de points, ce qui est complètement absurde, parce qu'en fait, le fait de pouvoir ou non utiliser ces cartes, ces pouvoirs, et donc la question du score est complètement random, enfin... Il n'y a aucun contrôle sur le fait de vraiment utiliser le moins possible de cartes. Bref, donc, je les disais, c'est des combinaisons différentes qui sont demandées par les monstres, des combinaisons très classiques, des combinaisons aussi plus ou moins difficiles, leur difficulté étant pas forcément corrélée à la puissance du pouvoir que ça nous donne. Voilà, c'est un peu arbitraire aussi de ce point de vue-là. À chaque tour, il y a une relance gratuite, rien d'autre. C'est même pas de Yahtzee, il y a vraiment une relance gratuite uniquement. Et ensuite, je le disais, mais les monstres qu'on a déjà vaincus, on peut les défausser pour justement utiliser leurs petits pouvoirs. Ça peut être de la modification de dés, que ce soit du +1, du -1, retourner un dé sur la face inverse, ou parfois des relances supplémentaires, c'est tout. Alors imaginez bien que du coup le premier tour, si tu n'arrives à vaincre aucun monstre avec tes deux relances, bon la plupart, il y a quand même en général des combinaisons faciles, hein, mais bon si tu arrives à en vaincre aucun, t'as juste tes deux relances, t'as perdu la partie, tu peux rien, c'est pas grave. Alors, de manière générale, même quand on arrive à progresser, parce qu'en général c'est le cas, on arrive quand même à avancer, etc. petit à petit, mais il n'y a vraiment pas de choix intéressant dans le jeu, souvent... Ça donne l'impression que le jeu joue pour nous, que nos décisions d'utiliser telle ou telle carte, tel pouvoir, garder celui-là pour plus tard, ça a assez peu d'impact à la fois sur le fait de gagner ou perdre, mais je le disais aussi sur la question du score qui est complètement absurde. Donc bon, c'est une espèce de revisite du Yahtzee, sans grand intérêt, ça passe le temps. Voilà. Mais on attend quand même un peu plus d'un jeu, même un jeu gratuit, même un jeu que je joue que en numérique, j'en attends quand même un peu plus à me mettre sous la dent. Bon après, si vous voulez essayer, je vous conseille quand même plutôt le solo, parce que donc on peut jouer à plusieurs, mais ça a aucun sens en fait de jouer à plusieurs à ce jeu, parce que il y a un côté compétitif, mais le jeu repose entièrement sur les jets de dés, pas tellement sur ce que vous en faites. Bon après, je le dis, hein, même si c'est du print and play, même si c'est du gratos, je suis pas tolérant avec ce genre de jeu, parce que on attend plus, même d'un print and play. Reste que, au moins, ça vient pas inonder le marché, il n'y a pas de prétention marketing, de communication, de se dire, ouais, c'est le jeu de l'année et tout. Je suis pas plus tolérant avec la qualité du jeu, par contre, je suis beaucoup plus tolérant avec les personnes qui les proposent. C'est un éditeur qui a fait aussi de la production, a priori, très orientée dans le jeu, comme ça, print and play, matériel très limité, ce qui est toujours des démarches que je préfère à la surédition ou à l'édition un peu absurde que nous proposent certains éditeurs distribués par le circuit traditionnel. Je les ai pas essayés, j'ai quelques doutes avec Pentaquest, mais peut-être qu'il y en a qui sont plus intéressants, on sait jamais. Allez, le dernier de la catégorie, celui-là il m'a été présenté par Raoul, que je salue s'il passe dans le coin, salut à toi. C'est un print and play de 2009, on reste dans les print and play, et c'est un jeu uniquement à deux, et pour le coup c'est celui-là que je citais quand je parlais, je crois, de Kinoko, voilà, qui a un cœur. Vous allez voir que c'est un jeu qui a un cœur, qui juste malheureusement il bat pas au bon rythme, si on veut, et ça, parce qu'il a plein de petites choses intéressantes, mais à la fin il a du mal à se concentrer justement sur ce qui fait sa force,
et il s'éparpille un petit peu, et puis en termes d'intérêt durant la partie c'est assez limité malheureusement, mais déjà il y a ce thème qui est assez rare, que ce soit en print and play ou pas. Il y a Emily donc qui elle c'est une petite fille qui doit finir la partie dans la maison, et si possible dans la même pièce qu'une carte de la couleur qui symbolise la cachette. Je sais plus quelle couleur c'est, mais peu importe. Imaginez un jeu de 52 cartes, il y a une des couleurs qui symbolise le fait de se cacher, et il y a plusieurs pièces dans la maison comme ça qui ont des places pour 2 cartes, et à la fin de la partie Emily doit être dans cette pièce cachée avec, et cachée ça a du sens parce que c'est face cachée la carte, et donc elle doit se cacher, vous voyez, il y a quelque chose là-dedans. Et donc elle doit se retrouver à la fin de la partie dans cette même pièce que la carte en question qui est de la bonne couleur. Le monstre lui qui est je crois un boogeyman, un truc comme ça, en tout cas déjà encore une fois hein, le thème du monstre et de la petite fille, etc. C'est un thème qui est très fréquent dans plein de genres, dans plein de médias, notamment le cinéma. C'est pas quelque chose de si fréquent dans le jeu de société, et notamment avec cette représentation visuelle qui est assez forte, je trouve. Moi, ça me fait un peu penser à du Onirim ici et là en termes d'utilisation du style de dessin, de couleurs, etc. Donc le monstre, lui, il doit soit réussir à récupérer Emily dans la main, donc en la prenant dans la maison. Je rappelle qu'elle sera mise face cachée, donc il y a plein de petites mécaniques qui nous permettent d'aller récupérer des cartes. Ou bien il faut faire en sorte en fait que à la fin elle soit pas dans la même pièce que la bonne couleur. Donc par exemple en réduisant les probabilités, en retirant des cartes de cette couleur, etc. De la maison pour limiter les cachettes possibles. C'est vraiment une super idée, je le disais, en termes de thématique et même de dynamique de jeu, d'objectifs de chaque personne, de mise en scène, et ça donne un sentiment de jeu qui est assez fort, et je l'ai dit renforcé par l'identité des illustrations. Il y en a une autre très bonne idée, même si bon, ça entraîne des manips de mise en place un peu lourdes, notamment en numérique, mais je pense que c'est un peu pareil en physique pour le coup, parce que vous savez, c'est le genre de truc il faut mettre des cartes de côté, les distribuer, remettre des cartes, remélanger, mais pas tous les paquets, ce genre de truc un peu casse-pied à chaque fois en termes de mise en place. Je parlais de jeux un peu asymétriques en termes de rôle, même d'objectifs avec Emily et le monstre, le boogeyman. En fait, ce qui est rigolo, c'est que ces rôles ils sont pas distribués au début de la partie. On sait pas qui est qui jusqu'à un certain point, parce que en gros la carte Emily, qui va permettre à la personne qui la pioche de savoir qu'elle joue Emily, elle va être mélangée au paquet de cartes. Qui, je l'ai dit, c'est un peu un jeu de 52 cartes. Et donc la personne qui pioche Emily devient Emily, mais sauf qu'on ne sait pas exactement à quel moment ça va être. Donc pendant un temps, l'incertitude existe pour les deux personnes. Et il y a un autre moment qui, je crois, c'est avant les 10 dernières cartes, qui est là aussi un peu de mise en scène, en termes de rythme de jeu, de dynamique de jeu. Et il y a un séparateur qui va dire, là, il y a quelqu'un qui est Emily. Et donc, le boogeyman, à ce moment-là, t'es certain que c'est l'autre qui l'a pioché, quoi. Si t'as pas pioché Emily, tu sais qui est qui. Donc il y a cette connaissance du rôle qui est pas au même moment, et jusqu'à la fin, jusqu'à ce petit séparateur, t'es pas sûr de ci, de ça, tu peux savoir que t'es Emily assez tôt, tu peux le savoir beaucoup plus tard, c'est assez intéressant. Et ça mène vraiment à pas mal d'incertitudes. Des parties, ouais, la dynamique est pas la même si c'est pioché tôt ou si c'est plutôt dans les toutes dernières cartes. Et quand bien même on pioche pas Emily, donc on est toujours potentiellement le boogeyman, en fait, on peut pas faire entièrement la stratégie boogeyman parce que peut-être que ça va être dans les toutes dernières cartes et que c'est nous qui allons la piocher et que donc jouer une stratégie du monstre, ça va nous mettre des bâtons dans les roues. Ouais, vraiment très très cool ça, cette façon de faire. Quand on pioche Emily, admettons, moi je pioche Emily, je deviens Emily, et là aussi je l'ai dit, des choses se jouent en termes de dynamique, quel que soit le moment où je la pioche. Est-ce que je la mets assez tôt dans la maison pour avoir du temps pour justement manipuler les cartes et réussir à faire en sorte qu'elles finissent dans la même pièce que la bonne couleur, ou au contraire, est-ce que je fais de la rétention d'informations pour éviter tout simplement que le boogeyman puisse la récupérer plus tôt par inadvertance. Plein de petits choix comme ça, assez intéressants. Mais le problème, c'est un peu tout le reste, parce que je l'ai dit, il y a vraiment un truc cool dans ce que je viens de raconter, hein. C'est assez vendeur, et à chaque fois que je le présente, il y a quand même de l'intrigue, c'est intriguant pour la personne avec qui je joue, mais j'ai dit gagner avec tel ou tel rôle, en étant monstre ou Emily. En fait, gagner dans son rôle, donc arriver à son objectif, c'est pas gagner la partie, et c'est sûrement un des gros problèmes du jeu, c'est en gros, ça va juste donner un bonus de points, qui va dépendre de combien de cartes face cachée il reste dans la maison. Si je suis Emily que j'ai gagné, je gagne le bonus, si c'est le monstre qui a gagné, il gagne le bonus, de la même manière. Donc ça désamorce complètement un peu le focus sur le jeu, qui est quand même assez... Enfin, c'est vraiment ça que tu fais dans le jeu. Emily, t'essayes de te cacher, t'es le monstre, t'essayes de débusquer Emily, et finalement, c'est un bonus qui peut être important, qui amène des dynamiques de jeu, donc c'est un bonus intéressant en fait, en termes de système de jeu. Mais ça met de côté ce jeu de cache-cache qui pourtant, c'est là que se situe le cœur des émotions, quoi. Parce que, je disais, ça rajoute quelques points, parce que la grande majorité des points,
même si encore, hein, les petits bonus ça peut être déterminant, mais la majorité des points, ça vient d'une espèce de système de combinaison qu'on va poser sur la table à notre tour, qui sont soit des suites de même couleur d'au moins 3 cartes, soit des brelans ou des carrés de couleurs différentes, et les points, c'est que la carte la plus haute de la combinaison, la carte qui a la valeur la plus haute de la combinaison, c'est le nombre de points qu'on va gagner en fin de manche. Donc si je mets un brelan de 1, ça me donne un point, si je mets un brelan de 6, ça me donne un 6, si je mets 2, 3, 4, ça me donne 4, si je mets 4, 5, 6, ça me donne 6, vous voyez un peu l'idée. À la fin de la partie, on fait le cumul des points des différentes combinaisons et ça nous donne un score auquel on ajoute éventuellement ce bonus. On sent qu'il y a quand même en plus des choses là aussi qui sont à retenir, qui sont intéressantes, pas forcément très originales, mais en tout cas qui collent bien. Notamment, il y a la possibilité, plutôt que de poser des combinaisons, de compléter des combinaisons, que ce soit chez nous ou chez l'adversaire. Donc de rajouter des cartes, et si on le fait chez l'adversaire notamment, admettons que mon adversaire ait fait une suite de 1, 2, 3, si je lui mets le 4, en fait, je viens de lui faire gagner un point, puisqu'il avait 3 points, maintenant il en aura 4. C'est chiant parce que j'ai pas envie de lui donner des points, mais c'est des choses qui peuvent être utiles, évidemment, sinon ça n'aura aucun sens, parce que si on arrive à réaliser des combinaisons de 4 ou plus, donc que ce soit en posant 4 cartes ou en complétant une combinaison, c'est ça qui va notamment permettre d'échanger des cartes de notre main avec des cartes de la maison en échangeant des cartes face cachée. Donc vous voyez bien l'intérêt en termes d'objectifs dont je parlais, ça permet de cacher Emily, ça permet de récupérer Emily, ça permet de retirer des cartes éventuellement de la couleur pour se cacher, ça permet aussi de mettre des cartes si on est Emily de la bonne couleur. Ce genre de trucs, quoi, enfin plein de dynamiques qui sont utiles par rapport au cœur du jeu, comme je disais, à l'objectif un peu de ton rôle, mais qui passe un peu par des mécaniques et des systèmes un peu ennuyeux et pas forcément passionnants, et c'est pas très élégant non plus. Et surtout, comme je l'ai dit, c'est que faire ces combinaisons, ces trucs, en fait, ça prend tellement le pas sur justement ce petit bonus en termes de points, que la réalité du jeu, c'est qu'on se retrouve plutôt à essayer de faire des petites combinaisons ici et là pour les points. Si on peut, on prend les bonus, ou les pouvoirs, il y a une couleur qui a des petits pouvoirs qui sont pas non plus passionnants, c'est aussi un souci du jeu, même si, c'est pas essentiel. C'est pas ça le plus gros problème du jeu, c'est pas ça qui ruine un peu l'idée initiale. Reste que des pouvoirs un peu plus, avec un peu plus d'identité aurait été cool. Mais tout ça du coup devient un peu annexe et on finit par se contenter de jouer à une espèce de rami où on se pose des combinaisons, etc. Et c'est dommage. Et il y a aussi un truc qui finit un peu de dévitaliser l'œuvre, mais justement à en faire que des promesses, c'est que il y a le sentiment aussi dans le jeu, à chaque partie que j'ai eue, que réussir ou non à cacher Emily, si on est Emily, ou à deviner où elle est, c'est un bordel un peu sans intérêt. Moi j'espérais que ça mène vraiment à un équilibre fin de guessing, de déduction. Là, la connaissance de qui est qui, ça arrive peut-être un peu tard pour mettre ces dynamiques et ces genres de jeux en place, que ce soit chez Emily ou chez l'autre. Et finalement, et pourtant c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le temps que ça met à savoir qui est qui, ce que je disais. Mais il y a un équilibre qui se rencontre pas dans tout ça. Et à la fin, la réussite de l'un ou l'autre camp, ça paraît souvent un peu relevé d'un coup du sort, plus que des compétences spécifiques de la part des joueurs ou des joueuses. Et en fait, ce côté un peu hasardeux du bravo, t'as réussi à mettre Emily là, alors que parfois c'est complètement au pif, ou au contraire, j'ai réussi à prendre Emily dans ma main alors que t'avais aucun élément qui permettait de le savoir. En fait, ça explique du coup en termes de game design que cette histoire de maison soit pas le cœur du scoring, parce que sinon ça rendrait tout trop injuste. Si c'était victoire ou défaite en fonction de ça, il y aurait une espèce de frustration qui serait pas, je pense, au bon équilibre. Mais du coup on en revient à ce que je disais sur le fait que comme c'est pas le cœur du scoring, on s'éloigne un peu de ce qu'est finalement la personnalité du jeu. C'est vraiment dommage, parce que je pense qu'il y a quand même un truc à retirer de ce jeu. Il faudrait peut-être retravailler pas mal de choses pour réussir vraiment à se concentrer sur ce qui fait sa force, peut-être changer pas mal de systèmes périphériques, mais vous le voyez, j'en ai pas mal parlé parce que je pense que pour un print and play de 2009, c'est un jeu qui reste quand même beaucoup plus intéressant que pas mal de choses éditées aujourd'hui, et c'est déjà ça. On se retrouve, on a fini avec les jeux qui étaient pas terribles, voire qui étaient mauvais, voire pire ou quoi que ce soit. Il y en avait quelques-uns, il y en aura un petit peu moins dans la catégorie suivante, qui va être les jeux que j'ai bien aimés, qui sont pas les tops, mais qui sont quand même des expériences plaisantes. Je vous propose que sans plus attendre, on s'y mette. Bells, c'est un jeu qui a un peu plus de 10 ans, mais moi je l'ai découvert assez récemment et je pense que ça a gardé le même effet de surprise sur moi que j'imagine que être celui des personnes qui l'avaient découvert en 2014. Tout simplement, ce côté surprise, c'est parce que ce qui fait sa spécificité à Bells, ça a pas été tellement surutilisé depuis. Parfois comme ça, il y a des jeux qui ont un super gimmick, un truc assez innovant et qui est tellement utilisé depuis que si on le découvre 10 ans plus tard, on peut historiquement se dire ouais c'était bien pour l'époque, mais avoir un côté où on en a tellement bouffé
qu'il y en a marre. Et au-delà du packaging assez ergonomique où on déballe comme ça le plateau, c'est évidemment le côté magnétique avec ce bâton qui permet de récupérer les gros lots, qui fait toute la saveur du jeu. Et ce bâton il est bien conçu avec le choix des deux aimants de force différentes, de taille différente, qui est la circonférence un peu des deux côtés n'est pas la même. Bah ça suffit finalement ça à offrir des axes, des gestes différents, des différentes façons de manier l'objet, de se diriger vers les gros lots. Donc l'idée c'est qu'on essaye de récupérer les clochettes que d'une seule couleur. Si possible, on essaye de en récupérer plusieurs lors d'un tour, parce que c'est le premier à avoir récupéré tant d'objets qui gagnent la partie, tant de petits gros lots. Donc c'est bien d'essayer d'en prendre pas mal lors d'un tour pour les accumuler, plutôt que de les faire un par un, et même un par un c'est pas forcément facile. Donc on essaye comme ça de faire des jolies chaînes d'une seule couleur sans retirer les autres couleurs, parce que dès qu'on prend un gros lot de la mauvaise couleur qui vient s'agglutiner à tout ça, en fait on a perdu notre tour. On va aussi, puisqu'on pourra choisir qu'une couleur dans la partie, quand on l'a choisi en début de partie, on essaye d'observer un peu où sont les différentes petites clochettes sur le plateau, qu'est-ce qui va être plus accessible. Et il y a aussi évidemment à chaque tour le petit côté stop ou encore, où il y a, je l'ai dit, si on prend une clochette qui n'est pas de la bonne couleur, le risque de tout perdre, et pourtant parallèlement l'envie d'en récupérer le plus possible. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ce jeu par la variété des gestes qui vont être vraiment différents en termes d'intensité, en termes de type de mouvement, en termes de rapidité. Il y a aussi la manière de comment est-ce qu'on va agripper les trucs, et puis les déplacements successifs et en chaîne que ça va faire, et qu'on va pressentir, et qui parfois on pressent quelque chose, ça va pas faire pareil. Évidemment ça amène à des émotions comme de la surprise, ça amène à des retournements de situation, ça amène aussi à des félicitations face aux adversaires, ça amène aussi à du chambrage quand la personne elle est un peu trop loin. Évidemment on pousse les autres aussi à pousser au crime, à continuer un petit peu, et il y a tout un effet évidemment par le choix des gros lots qui crée des sons pendant la partie et qui participe un peu à l'atmosphère globale. Finalement, ça me fait un peu penser, pour prendre un exemple plus récent, à Dropholter, avec vraiment Bells, il y a ce plaisir de découverte, de partage à des personnes qui connaissent pas le jeu, et je trouve la proposition solide, mais Bells, comparé par exemple au jeu de On Games, à Dropholter justement, il n'y a pas quand même l'envie de prolonger l'expérience de multiples fois comme je peux l'avoir avec Dropholter, c'est plus le plaisir de la découverte, mais grosse surprise qui garde vraiment sa force de mise en scène 10 ans après sa sortie. Je vous parle enfin de Flamme Rouge, alors que je l'ai découvert il y a presque un an maintenant. Après, c'était pour préparer un épisode d'autour du jeu consacré au jeu justement et au vélo pour Proxy Jeux, qu'on avait fait ça avec Beno FX. Et je suis toujours chez Proxy Jeux, c'est Cyrus qui en parle depuis la sortie. Il avait fait un jeu du mois à l'époque et tout, et vraiment c'est un jeu qui revient souvent dans le plaisir du jeu de course. Moi j'avais fait à l'époque le mode solo, je l'avais bien aimé, mais j'attendais quand même de faire une ou deux parties à plusieurs pour en parler ici, et c'est chose faite depuis avec Jérém, chez qui on a pu faire une partie à 4, donc très bonnes conditions et tout, bonne tablée et compagnie, donc très bon moyen de faire ses premières parties. Et cette partie, ça a confirmé mes bonnes impressions, que ce soit sur le système d'utilisation des cartes, que je trouve vraiment très élégant et qui porte des choix intéressants, des choix limités mais intéressants, mais aussi surtout parce que ce système d'utilisation de cartes, on l'a aussi dans le mode solo, on peut déjà trouver ça malin et intelligent quand on joue au mode solo, tout comme d'ailleurs la dynamique globale de la partie en fait dans le mode solo, mais j'attendais quand même de voir ce que ça donne quand c'est des humains qui font les choix à côté de moi, et ça confirme effectivement la dynamique globale qui vraiment, ça raconte une histoire d'une course avec des rebondissements, des stratégies qui parfois payent, qui parfois ne payent pas, ces fameuses montées, ces descentes, la manière dont le jeu arrive à un peu retranscrire l'image d'Épinal qu'on se fait d'une course cycliste. Il y a aussi la manière dont on utilise les deux différents coureurs qui ont deux différents decks, deux différentes façons de rouler, les choix qu'on fait pour l'un, pour l'autre, comment on décide de se placer et tout. Il y a vraiment plein de petits choix qui retranscrivent un peu les stratégies de course potentielles, en tout cas qu'on s'imagine d'une course cycliste. Moi je n'ai absolument jamais fait de vélo à ce niveau et en compétition ou quoi. Je vous ai parlé il y a quelque temps de Hit, que pour le coup j'avais découvert après, mais que j'ai fait plus de parties finalement avant Flamme Rouge, et c'est souvent Hit présenté comme une espèce de continuité, un descendant de Flamme Rouge, parce que c'est aussi un jeu de course, il y a un auteur en commun, c'est un jeu qui se joue avec des cartes, et les deux effectivement c'est des bons jeux, il y a quelques dynamiques communes, mais c'est quand même deux jeux assez différents dans leur système et même dans les sentiments de jeu qu'ils dégagent, et notamment c'est normal puisque les deux types de courses, que ce soit la course automobile ou la course cycliste, c'est là aussi assez différent. Par contre ce qui les relie, c'est aussi que j'ai parlé du mode solo de Flamme Rouge, celui de 8 est aussi extrêmement solide, je trouve que c'est vraiment des modes solo parmi les meilleurs que j'ai joué, dans la manière dont ils arrivent à simuler des adversaires, dont ils sont simples à mettre en œuvre et qui continuent à mener en fait à
des choix personnels qui restent intéressants et qui dépendent effectivement de ce que font les bots. Alors je le dis, hein, la comparaison a ses limites entre Hit et Flamme Rouge, mais si je devais un peu comparer, ça reste des jeux de course, je préfère les émotions procurées par Hit, notamment il y a des éléments de prise de risque un peu plus forts, je trouve, en adrénaline et qui moi me parlent plus. Mais Flamme Rouge, vraiment, ouais, dynamique de course très cool, il y a des hauts, des bas, je trouve que l'ensemble quand même de la partie, dans le rythme et dans les choix à faire, c'est un tout petit peu moins réussi, mais ouais, jeu de course très solide, qui si vous avez Hit, ce que ça vous empêche pas d'essayer ou d'acquérir Flamme Rouge, c'est vraiment un jeu qui a toute sa place dans votre ludothèque, qui vraiment procure des sensations qui lui sont propres, qui sont intéressantes, et qui, c'est aussi un jeu qui, comme Hit, il y a des extensions, il y a plein de circuits, il y a notamment plein de circuits fan-made, il y a des extensions qui sortent encore, je crois que cette année doit en sortir une, donc ouais, très très bon jeu, qui a pas trop à pâlir face à Hit malgré tout. Genius Square, je vais passer assez vite parce que c'est pas un jeu très original, c'est un jeu qui se place dans la suite de jeux comme par exemple Ubongo dont j'ai parlé ici il y a quelques temps, et c'est rigolo parce que moi j'aime pas les jeux calculatoires, je vous ai parlé de ma haine quelque part des jeux abstraits un peu plus tôt, et c'est pas quelque chose que j'aime, le calcul, la résolution qu'on connaît dès le début du jeu, et finalement il y a pas mal de jeux qui vont utiliser les polyomino au service d'autres choses, souvent ils sont un peu trop calculatoires pour moi, mais et puis c'est aussi quelque chose que je dis souvent, mais l'idée de spatialisation, pour moi c'est un élément avec lequel j'ai du mal personnellement, à titre perso, quoi. Pas en termes de qualité de jeu, mais plus en termes de prise sur le jeu, j'ai beaucoup de mal à me représenter dans l'espace. Par exemple King Domino, qui pourtant est vraiment un jeu assez simple, j'ai du mal à envisager mon quadrillage final, et c'est encore régulièrement que j'arrive à me planter. Mais là, dans ceux-là, dans les Ubongo-like, même si c'est sûrement pas le premier jeu à faire ça du tout, je sais pas, il y a le côté très immédiat, c'est pas de la projection, ici aussi il y a le côté temps réel, immédiateté, et ça va, je pense, de pair avec la possibilité de manipuler vraiment en temps réel, de poser ses pièces, de les changer, de les tourner rapidement plutôt que de essayer de se représenter qu'est-ce qu'on va en faire. Il y a aussi le côté, en fait la manipulation permet l'expérimentation, quoi, et ça matche mieux avec mon cerveau, quoi. Et ici, alors dans Genius Square, la spécificité, parce que c'est vraiment des espèces de polyomino qu'on va devoir agencer pour remplir une grille, si possible en le moins de temps possible, et si on joue à deux avant l'autre. Et la spécificité de celui-là, c'est que on va se créer des blocages à l'aide de petits pions qu'on va placer à des endroits qui vont être déterminés par des lancers de dés en début de partie. On va lancer des dés, on va placer des trucs à certains endroits, et ensuite on doit réussir à remplir en utilisant toutes les pièces, si je dis pas de bêtises. Et alors, je pense que honnêtement, ce genre de jeu, dans la conception, dans la manière dont algorithmiquement quelque part on arrive à faire une solution à chaque fois, je pense pas que ce soit une grosse contrainte de création, mais moi en termes de réalisation et de concrétisation, il y a toujours quand même quelque chose de magique à me dire, en fait, quel que soit le placement des pions bloquants qui est déterminé en plus ici de manière aléatoire, c'est pas un truc qui est imposé par le jeu, ça marche, les résolutions sont possibles. Moi, il y a toujours quelque chose de magique là-dedans. Et il y a aussi l'urgence du temps réel quand on joue à deux. Moi, je préfère ça que jouer en solo pour le coup, même si je pense que le jeu est pour le coup plus conçu comme un casse-tête solitaire, un peu à la Smart Games, etc. Et il y a aussi dans Genius Square, comparé à un Ubongo par exemple, il y a plein de petits, c'est vraiment juste un casse-tête, quoi, où il faut juste mettre des trucs au bon endroit, il n'y a pas d'éléments annexes. Alors il y a le côté épuré qui serait plutôt cool, mais dans Ubongo, en fait, les petits éléments annexes, ça fait que ça ressemble plus, entre guillemets, à un jeu de société qui donne vraiment une proposition qui a plus une espèce de dynamique de partie, là où effectivement Genius Square, tu fais un et puis tu as fini, il n'y a pas besoin d'en faire une partie en fait c'est juste la résolution du casse-tête. Et du coup ouais, moi j'y rejouerai sans souci, c'est le genre de jeu que j'aime bien les sentiments que procure ce genre de jeu, le côté un peu urgence qu'il y a dans essayer de résoudre le plus vite possible, surtout quand on joue à deux. Je sais pas, j'ai quand même du mal à vraiment vous le recommander en dehors de ce système de blocage un peu magique et qui a sûrement l'originalité du jeu, mais si vous avez ne serait-ce qu'un jeu un peu similaire, ça va quand même procurer à la fin un peu les mêmes émotions que n'importe lequel de ces jeux. D'ailleurs, si jamais dans ce genre-là, dans ce genre de jeu comme ça de manipulation de matériel, où vraiment on essaie de résoudre un puzzle plus vite que les autres, vous avez des propositions vraiment originales. Alors je sais qu'il y a Situation 4 qui a l'air incroyable mais que j'ai jamais essayé, mais si vous avez comme ça des propositions un peu originales qui sortent justement de l'Ubongo-like ou de ce genre de jeu, n'hésitez pas à les partager, je suis quand même assez curieux. On repart un peu dans le temps avec
Knister, qui est sorti d'abord en 2007 sous le nom High Score en anglais ou Würfelbingo en allemand, qui porte très bien son nom, Würfelbingo, puisque c'est le bingo des dés. D'abord c'était chez Ravensburger, c'est passé chez Schmidt, et aujourd'hui c'est chez NSV je crois, même si chez Schmidt c'était déjà Knister. Et moi j'y ai joué sur Board Game Arena, hein, il est disponible pour jouer en solo et jusqu'à 12 je crois, on s'en fout du nombre, on peut jouer autant qu'on veut hein, dans l'absolu. Et moi je trouve toujours intéressant de rejouer un peu à ces jeux assez anciens, hein, toute proportion gardée évidemment, mais où on va lancer des dés, où on écrit des trucs sur des feuilles, parce que c'était en fait 2007 avant que ce soit formalisé comme ça sous le nom de Roll and Write, puisque le Roll and Write c'est vraiment un genre qui a été formalisé en termes de nom plutôt vers la fin des années 2010, et puis au point de devenir vraiment surprésent, d'être surreprésenté un peu dans les sorties, un peu moins là ces deux dernières années, mais disons jusqu'en 2022 c'était beaucoup trop, ils se ressemblaient tous, aucun n'avait de tirer son épingle du jeu, et finalement en 2007 hein, tout était un peu là, avec le côté duplicate, le côté bingo, puisque on va lancer 2 dés, et chaque personne va choisir d'écrire la valeur indiquée par les 2 dés sur sa grille, et tout ça c'est pour faire des combinaisons qui vont rappeler le poker, des brelans, des paires, des suites, si possible des suites sans 7 ça rapporte encore plus, puisque 7 comme dans Arcane Stop c'est la valeur qui va sortir le plus souvent en termes de proba, et évidemment c'est un jeu, et évidemment plus les combinaisons sont difficiles et plus ça va marquer des points, et on essaye de faire ces combinaisons sur des lignes, colonnes ou diagonales de 5 cases. Donc je disais ouais ça se prête très très bien au solo, même si moi j'aime bien toujours dans ces jeux comparer les choix de chaque personne et comment ça a mené à des scores qui sont assez différents à la fin. Je trouve vraiment que sorti en 2007 il tient encore totalement la route, et que dans le côté espace de choix, proportion du hasard, ce qu'on fait de ce hasard, le côté aussi prise de risque où on essaye de faire certaines combinaisons et finalement on n'y arrive jamais, à contrario le plaisir quand on arrive effectivement à avoir le bon, ça c'est le plaisir du bingo hein, quand il y a la bonne valeur qui sort, le côté aussi entonnoir comme ça avec le jeu qui a de moins en moins d'espace et qui se referme un peu sur nous, finalement je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que pas mal de sorties plus récentes du genre quoi. Alors attention hein, c'est rien non plus qui va vous faire vous relever la nuit, c'est rien d'indispensable dans votre ludothèque si vous avez quelques jeux du genre, mais pourquoi pas si vous avez l'occasion d'essayer sur Board Game Arena, si vous le voyez en barre à jeu, moi je vous conseille de l'essayer, je pense que vous passerez un bon moment, et au passage d'un point de vue plus de l'histoire, vous aurez découvert ce qui peut être un peu, peut-être pas un précurseur parce qu'il y a plein de jeux je pense qui existaient avant, mais en tout cas quelque chose qui est arrivé avant que le genre soit vraiment formalisé plus récemment. Je vous parlais dans les trucs pas ouf de Fairy, et bien Panda Panda c'est le deuxième jeu dont je parle ce mois et qui vient de la gamme, je vais appeler ça la gamme mini de chez Allplay, là les boîtes à 10 balles. Là encore c'est Saibepuke au pinceau comme dans tous les jeux de la gamme, et les cartes sont encore une fois absolument charmantes, c'est absolument trop mignon, et il faut savoir que Panda Panda c'est une refonte de 4 poker, et c'était déjà Saibepuke qui était aux illustrations. Moi j'ai acquis Dog Poker parce qu'il faut savoir que le quelque chose poker c'est une espèce de collection, il y a Mall Poker qui est sorti récemment aussi. Moi j'avais acquis Dog Poker il y a quelques temps, ça m'a pas vraiment convaincu par ailleurs, je vous en ai pas parlé parce que j'ai joué qu'à 2 et je pense que c'est mieux à plus, donc à voir, mais j'étais quand même curieux de celui-là, parce que comme la version Dog, comme la version chien, c'est un jeu qui est créé par Kaya Miyano, qu'on connaît bien chez nous pour Trio, un auteur japonais qui avait fait donc Nana qui est devenu Trio, là aussi souvent avec des illustrations de Saibepu etc dans ses productions, il a fait plein d'autres jeux aussi, il a pas fait que Trio du tout. On est là aussi, et il a quand même, il y a la patte Kaya Miyano quelque part, c'est une proposition règle très très simple. Dans Panda Panda, on va devoir réaliser des combinaisons bien précises avec des cartes qui vont aller de A à G, avec de moins en moins de cartes au fil qu'on avance dans l'alphabet, donc il y a un seul G, et puis je sais plus, il y a 11 A ou un truc comme ça. C'est tout à fait émulable comme jeu, avec un deck de pairs, avec, vous savez, ceux qui ont 1-1, 2-2, 3-3, etc., jusqu'à 12-12 ou des trucs comme ça. Avec un Flip 7 par exemple, vous pouvez l'émuler. Et donc c'est des combinaisons qu'on doit faire en début de tour pour gagner un point, mais au bout de 2 points on a gagné en gros. Et donc au début de mon tour, je dis j'ai gagné. Si j'ai gagné, mais attention, c'est qu'au début du tour, je peux pas le faire à la fin de mon tour, et c'est assez important dans la dynamique du jeu, parce que ces combinaisons-là, elles vont demander vraiment d'avoir un certain nombre de cartes qui doivent être exactement celles indiquées, par exemple, je sais plus, 5B, exactement 5B, donc si j'ai 5B et un C, non, ça ne marche pas, il faut que j'ai exactement 5B, il faut que j'ai une combinaison vraiment précise d'un nombre de cartes et des cartes précises. Et donc ces combinaisons, comment on les fait? Bon, on va avoir des cartes au début de la partie. Alors moi j'adorerais que enfin j'ai un moment où quelqu'un gagne tout de suite, parce que je crois qu'on a genre 5 cartes, et donc il y a une combinaison qui est gagnante s'il y a les 5B. Ça m'est encore jamais arrivé, j'adorerais que ça arrive parce que ce serait un moment exceptionnel. Moi ça m'est encore jamais arrivé. Et donc sinon ces combinaisons, comment on va faire pour du coup les réaliser? À notre tour en fait ce qu'on fait c'est juste soit on récupère une carte, soit on en défausse une.
c'est tout. Et quand on les défausse devant nous, sur un tableau personnel comme ça, enfin une ligne de cartes personnelles, une colonne de cartes personnelles dont la dernière va être accessible pour les autres. Mais donc soit je récupère, soit je défausse, c'est tout. C'est tout, donc vous voyez, un tour de jeu très épuré, mais c'est nettement assez parce que mine de rien, il y a plein de petits trucs qui vont venir enrichir cet aspect un peu minimaliste qui représente bien le minimalisme à la japonaise qu'on a dans pas mal de jeux. Parce que, ben voilà, si je défausse un A, ben on va faire un draft, tout le monde va passer une carte à son voisin, sa voisine de gauche. Si plutôt je choisis de récupérer une carte plutôt que de défausser, ça peut être une carte que je prends face cachée dans la pioche, donc je pioche à l'aveugle, ou bien ça peut être justement la carte du dessus de la défausse d'un ou une adversaire. Sauf si c'est un A. Donc vous voyez, il y a plein de petites exceptions qui sont pas compliquées en termes de règles, mais qui vont amener quelques situations particulières. Tout ça, ça suffit à donner des parties où on regarde un peu ce qui est déjà sorti, on essaye de deviner un peu vers quelle combinaison se dirigent les autres. Souvent on vise une combinaison et finalement on change de direction quelques fois au cours de la manche. Parfois on fait de la rétention de cartes, notamment par exemple si on a le G, on va forcer en jouant des A à drafter pour éviter que les autres ne gagnent, notamment s'ils ont que 2 cartes en main. Et ça donne des parties étonnamment vu la simplicité du tour et le côté où on a l'impression de pas faire grand chose. Je trouve que c'est quand même des parties assez vivantes, assez rythmées, bien rythmées, et qui souvent ça se joue à pas grand chose. C'est-à-dire que souvent on s'est retrouvé dans des situations où la personne qui gagne va couper l'herbe sous le pied à une autre qui vraiment aurait pu gagner au tour suivant, ou en tout cas pas loin. Alors après, ça reste un jeu qui est pas inoubliable non plus, qui, sauf quelques rares moments un peu plus focus, ça se joue quand même souvent un peu en automatique. Il y a parfois pas l'impression de maîtriser grand chose au niveau de la partie, mais il y a quand même ce sentiment qu'on essaye un peu de naviguer. Vous voyez, une espèce de couloir d'eau, on essaye de naviguer, mais où le courant, il va nous emporter ici et là, où nous on essaye de garder le cap tout en étant un peu comme ça brinque-ballé. On essaye aussi, en même temps qu'on garde le cap, de regarder un peu les couloirs des autres navires, hein, si on reste un peu dans la métaphore aquatique. Et parfois le courant, je disais, il nous emmène ici et là, et parfois on accepte de se laisser entraîner par le courant pour en profiter et en espérant qu'il nous mène à bon port. Il y a vraiment ce sentiment étrange dans Panda Panda d'un jeu où, au-delà des petites évidences comme ça qui sont, encore une fois, par exemple, jouer un A dès que quelqu'un a 2 cartes, des trucs comme ça, mais c'est parfois difficile de savoir si vraiment il offre les possibilités de devenir bon au jeu, de maîtriser le jeu, ou si c'est toujours un peu random. Avec, il y a des tout petits espaces décisionnels dont je parlais, mais c'est rigolo parce que voilà, c'est difficile de savoir si vraiment tu maîtrises grand chose dans le jeu et si on peut devenir bon à Panda Panda. Pourtant le jeu garde cette opacité là et donne ce sentiment que il y a moyen de bien jouer, de vraiment bien jouer, quoi, un peu comme dans d'autres jeux de cartes, quoi. Donc un petit jeu de cartes, et pour garder le même auteur, c'est quand même nettement moins marquant qu'un trio, ou par exemple, pour prendre un autre exemple, un non merci, ou des choses comme ça. Mais ouais, il y a quand même ce petit goût de reviens-y, il y a ce petit truc qui éveille la curiosité, il y a évidemment cette immédiateté qui la rend très très agréable et très simple à faire découvrir, et en général, les gens en demandent. Et moi, pour l'instant, toutes les parties que j'ai faites ont été agréables, sans vraiment me lasser, alors que ouais, je pensais vraiment qu'au bout de 2-3 parties, déjà j'aurais percé un peu ce qui me reste un peu opaque et que j'aurais pas eu le goût d'y revenir, et finalement si j'ai encore le goût d'y aller, donc ouais, plutôt convaincu par Panda Panda malgré mes réserves. Voilà, on va pouvoir passer à la dernière catégorie. Je vous l'ai dit en introduction, à la base il devait y avoir qu'un seul jeu dans celle-ci, finalement au cours de l'écriture 2 sont venus s'y greffer parce que vraiment je me disais non quand même. Et puis le fait d'y rejouer aussi et tout, parce que des fois entre le moment où je commence à mettre les jeux dans certaines catégories, le temps que j'écrive et tout, je rejoue au jeu, et ça fait évoluer mon avis, en tout cas, tant mieux, hein, plus il y a de top, mieux c'est, hein. Moi, je me réjouis, je le dis souvent aussi dans ces vidéos, mais j'ai aucun intérêt à descendre des jeux, à ne pas les aimer, hein. Moi, dans l'ensemble, si tout pouvait être un top, ça me ferait des meilleurs moments sur table. En tout cas, donc, 3 tops, on peut y aller. Petite incartade ici, j'en fais pas souvent, mais Naber, je sais pas si on dit Naber ou Naber, moi j'ai tout le temps envie de dire Naber et l'argent du beurre, mais voilà, ça c'est moi. Donc je disais Naber, on va dire Naber comme ça j'éviterai ce genre de blague. Ça se joue que en ligne sur un site qui est dédié, que je vous mets en description, et c'est un jeu qui a pas de fiche Board Game Geek, hein, ce qui est je crois une première dans ces vidéos, parce que contrairement à d'autres jeux de plis solo, on peut pas l'émuler en fait sans que ça casse tout ce qui fait son intérêt et qui est permis par la machine. Alors je dis ça, évidemment, peut-être quelqu'un va me contredire,
et dire que si matériellement on peut faire comme ci comme ça, peu importe, hein. L'idée c'est que c'est quand même assez compliqué et que du coup c'est un jeu plus numérique, c'est un jeu de pli solo uniquement en numérique, voilà. Mais j'en parle parce que vraiment il le mérite et que si vous aimez les jeux de société, les jeux de pli, vous devriez y jeter un œil. Donc je disais, c'est un jeu de pli solo un peu comme Eck ou les Fiefs de Norbois dont j'ai ici parlé, mais dans lequel on va simuler des adversaires. Alors dans Eck et Fiefs de Norbois il y a aussi des adversaires, mais ici il y a 3 adversaires. Les adversaires ils vont pas avoir de score, c'est un beat your own score, hein, et on essaie de faire le meilleur score chaque jour, enfin ou à chaque partie, mais pourquoi je dis chaque jour, mais à chaque partie on essaie juste de faire le meilleur score, et en gros les actions des adversaires, ça va être là pour venir nous empêcher de gagner certains plis. Notre but étant effectivement de faire le meilleur score. Il y a plein de bonnes choses dans Naber, que ce soit du fait du numérique ou non. Alors d'abord, on va parler un peu des choses qu'on a déjà vues ailleurs. Par exemple, comme dans Meo de Rainer Knizia, on va faire des plis, il va y avoir une ligne de jetons qui va être alignée et qui va... on va commencer à jouer pour le premier jeton, puis pour le deuxième. À chaque pli, on va jouer pour un jeton différent dans l'ordre un peu de gauche à droite. Et c'est une ligne de jetons qui vont rapporter plus ou moins de points. Avec, au début, c'était de 1 à 3 points, et puis petit à petit, au fil du développement, de comment ça avance du côté du dev, maintenant, il y a des jetons qui valent 0, voire qui valent des points négatifs. Il n'y a pas vraiment de pouvoir comme peut y avoir dans Meo, mais voilà, il y a différentes valeurs, mais c'est suffisant parce que du coup, on va plutôt viser les plis où on gagne 3 points plutôt que si on va en gagner 0 ou 1. On essaie d'éviter certains plis si c'est des points négatifs, voire même si c'est des points qui rapportent moins que les 3. Et tout ça, c'est des dynamiques, hein, le mélange entre trick taking et trick avoidance, où on essaie de prendre des plis et d'en éviter, c'est quelque chose qui était déjà présent dans Meo, mais ça se mélange, ce que ne faisait pas Meo, et vous allez comprendre pourquoi on veut éviter certains plis, à un pari initial du nombre de plis qu'on pense réaliser. Évidemment, si on arrive à atteindre ce but-là, hein, admettons que je parie que je vais faire 3 plis, si je fais 3 plis, j'aurai un petit bonus de 2 points en fin de manche. Et c'est ça qui fait que du coup, je vais essayer d'éviter les plis qui rapportent le moins, parce que si je demande 3 plis, mieux vaut que j'ai un 3 et 2 que 3 1. Donc les 1, peut-être que je vais éviter de les remporter si possible. Là où dans Meo, de toute façon, si le jeton était positif, c'était bien de le récupérer, parce qu'il n'y avait pas ce côté pari. Donc voilà, jeton, pari, voilà, plusieurs dynamiques qui sont les conséquences de ça, et par-dessus, un peu moins décisif, c'est la structure un peu à la OL, à la Wizard, à la Skull King, c'est-à-dire avec, il y a 4 manches dans chaque partie, à chaque manche on va avoir de plus en plus de cartes, je crois que c'est 2, 4, 6, 8, donc on commence avec 2 cartes, puis 4, puis 6, puis 8, donc évidemment, c'est un style, une structure de partie que moi j'aime bien, dans lesquelles les paris vont pas avoir la même chose, dans lesquels les probas vont pas être les mêmes, ça, c'est plus anecdotique comme ajout, même si moi j'aime bien, mais c'est pas, je préfère les deux éléments et leur mélange dont je parlais un peu plus tôt. Tout ça, donc, ce que je viens de dire là, ça peut se recréer pour jouer sur table avec des amis. Essayez peut-être, hein, j'ai pas du tout essayé, mais voilà. Et il y a aussi, là encore c'est pas nouveau, quelques cartes spéciales. Il y a une carte cible, alors je sais plus combien il y en a dans le deck, hein, mais peu importe. La cible, ça permet de gagner le pli. Donc c'est plus fort que l'atout, sachant que si plusieurs personnes mettent une cible, c'est la dernière cible qui va remporter le pli. Et il y a le drapeau, qui est un peu se rendre, hein, le drapeau blanc, qui est une défaite assurée, sauf cas extrêmement rare, ça m'est déjà arrivé, où tout le monde jouerait un drapeau, c'est des cartes assez rares, et surtout, au-delà de leur pouvoir, c'est surtout des règles qui ne respectent pas les règles du suivi obligatoire, qui est la règle de base dans Naber. Normalement, si on a la couleur qui est demandée, il faut la jouer, ça, on peut toujours les jouer, donc ça casse un peu ces règles-là. Donc déjà, il y a un petit mélange comme ça qui fonctionne bien, qui est solide, mais ça ne fait que reprendre un peu des éléments à gauche et à droite pour donner quand même, je pense, quelque chose d'assez original. Comme dit, j'ai pas essayé de jouer en multi, faudrait, parce que peut-être que ça mérite quand même, mais je disais que c'est pas adaptable exactement sur table à cause du numérique, parce que là où le jeu tire toute sa saveur, c'est justement par le caractère solo et les règles de chaque adversaire fictif, parce que ces règles-là, on les connaît, voilà, c'est expliqué dans les règles, et chaque adversaire a un archétype, on connaît son archétype, on sait que parmi les 3 adversaires, par exemple, il peut y avoir 2 adversaires agressifs, un défensif, ou un défensif, un agressif et un random, ce genre de truc. Et on connaît les règles de ces archétypes. On va pouvoir se dire, alors toi tu vas plutôt jouer comme ci, comme ça, etc. Alors que, on peut connaître évidemment nos adversaires humains aussi et savoir que telle personne va plutôt prendre des risques ou des trucs comme ça. Mais là, c'est des règles dont ils vont pas sortir. Ils sont obligés de jouer d'une certaine manière selon leur archétype. Donc je disais, il y a l'adversaire qui est agressif, qui lui, il va toujours essayer de gagner si possible. Et donc, s'il
et s'il ouvre, il va essayer d'ouvrir fort à l'atout, etc. Et s'il voit, selon sa place dans le tour, qu'il peut plus gagner, il va mettre ses plus petites cartes pour justement garder des cartes plus fortes pour plus tard. Il y a l'adversaire plutôt défensif qui va être un peu l'inverse, qui va tenter de perdre à tout prix. Et il y a, je disais, l'adversaire un peu random qui est symbolisé par un bonnet de bouffon. Lui, juste, il va, je crois, si je dis pas de bêtises, jouer la première carte possible en respectant la règle. Donc c'est quelque chose de plus chaotique, qui est un peu moins contrôlable, dont on peut moins prévoir la réaction. Et je le disais, là aussi, hein, ça a évolué au cours du développement, mais on a toujours 3 adversaires, mais ça peut être 3 agressifs, ça peut être, voilà, il peut y avoir différentes combinaisons d'archétypes. Et ce qui vient parachever le tout, donc c'est qu'on connaît leur style de jeu. On sait que on connaît les règles que je viens de dire, mais on connaît pas exactement les cartes que les bots ont en main. Hein. On sait juste que si je mène à ça, toi tu risques de jouer ça, etc. Évidemment selon ce qui est distribué. Et je disais, on connaît pas leurs cartes en main, ce qui est assez logique. Mais par contre, et ça c'est pour moi le game changer, c'est vraiment le truc qui fait que Naber atterrit dans les tops, c'est que on connaît sur l'ensemble de leurs 3 mains combien il y a d'atouts, combien il y a de cartes spéciales, combien il y a de cartes de chaque couleur. On sait la répartition globale parmi les 3 mains, mais on sait pas la répartition pour chaque main. Mais c'est quand même, pour moi, c'est pile poil le nombre d'informations que je veux pour me laisser faire un petit peu naviguer là-dedans tout en ayant de la surprise, de l'aléa. Et c'est vraiment ça qui donne pour moi toute sa saveur vraiment à Naber, et qui serait chiant à émuler en fait pour jouer sur table, parce que l'idée, c'est qu'il faudrait une deuxième personne qui note, qui note tout en fait, qui note les cartes des adversaires, et puis qui joue en fait quand même les cartes pour les bots, ce qui vous en conviendrait paraît une position pas vraiment passionnante, hein, donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu difficile à émuler sur table. Si vous avez une solution, tant mieux, mais sinon jouer en numérique, hein, sur téléphone ça marche très bien, ou sur PC. Et ouais, ça amène comme ça des infos incomplètes, mais quand même des infos. Mais plus on avance dans la main, enfin moins il y a de cartes en main, et plus ces infos sont précises. Ça pousse vraiment à considérer aussi de manière assez fine l'ordre du tour, comment est-ce que toi tu vas réagir, à quel moment tu vas réagir. Parfois est-ce que ça vaut le coup que je prenne des risques quand je sais qu'il reste ça comme main, la répartition est-ce qu'elle va être équilibrée ou pas. Et tout ça évidemment ça mène au fait de jauger son pari et compagnie, hein, tout ce que je disais avant. Je trouve vraiment que le mélange entre informations connues, aspect déductif, inconnu, aléatoire, je trouve que c'est vraiment pile poil ce que moi j'adore. Et je parlais de chaque jour plutôt que de chaque partie, plutôt parce que il y a un défi quotidien comme ça qui est fait chaque jour, et moi depuis octobre, depuis ma découverte de Naber, je fais chaque jour mon petit défi quotidien de 5 minutes, et je suis content parce que je vois effectivement le petit développement, les petits ajouts qui viennent pas chambouler la façon dont on joue, mais qui vont apporter de la variété, qui vont faire des choses un petit peu aux marges. Donc vraiment un super travail, un super suivi de la part du dev, et vraiment si vous aimez le genre et que vous aimez un peu les petits rituels quotidiens, vraiment essayez, vous le regretterez pas. On continue cette catégorie avec un Knizia, et comme souvent ces dernières années, Knizia il y a pas mal de jeux qui ressortent ou qui sortent par financement participatif. Alors Rebirth, on s'en contrefout complètement du thème, hein, à tout niveau, il n'y a pas de thème. Si ce n'est la couve, voilà, qui est un peu solarpunk, qui est chatoyante, les cartes d'Irlande et d'Écosse aussi, mais sinon, on s'en fiche. Il n'y a vraiment aucune thématisation comme souvent chez Knizia, et on s'en fiche parce que c'est pas ça qu'on cherche quand on va vers ces jeux. Mais disons que parmi les je ne sais combien de Knizia qui sortent, celui-là est un inédit, un peu comme Cascadero ou Cascadito qui sont aussi sortis récemment, et c'est pas justement une refonte d'une vieille gloire. Là récemment il va ressortir Merchants of Amsterdam, il y a eu Zovadis aussi qui implémente Quo Vadis, il y a Ra qui ressort régulièrement chez 25th Century Games, il y a Kingdoms qui va ressortir sous Cosmolancer, ce genre de choses. Là non, c'est une œuvre originale, enfin originale, ça je vous laisserai juger vis-à-vis des mécaniques, mais en tout cas inédite. Et je citais Cascadero volontairement, parce que j'en ai pas encore parlé dans ce format par manque de partie, j'ai quand même envie de lui redonner quelques chances, mais c'est un jeu qui m'a pas mal déçu sur pas mal de points, même s'il a des choses intéressantes. Mais Cascadero comme Rebirth, il y a vraiment ce sentiment d'un jeu qui a complètement la patte Knizia, et notamment je trouve le Knizia des années 2000, même si je dis les années 2000, mais en fait on pourra aussi faire des filiations avec Blue Lagoon, Babylonia qui sont un peu plus récents, parce que finalement la patte Knizia ça dépasse complètement les décennies, hein, et entre Through the Desert et Blue Lagoon, etc. il y a quand même des ponts qui se font depuis un paquet de temps, mais il y a vraiment chez Knizia ce truc autour d'un tour de jeu extrêmement simple et vraiment extrêmement dénudé. L'analyse de la situation elle est courte, ce que moi j'aime, parce que j'aime pas quand analyser une situation prend 3 plombes avant de commencer à décider ce que je vais faire de la situation. J'aime bien avoir vite, la situation est comme ça, maintenant qu'est-ce que je vais faire, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas l'analyse du plateau. Mais
même si l'analyse de la situation est effectivement très courte, bah en fait, il y a plein de petits choix très intéressants qui pour moi vont apporter de la tension et des dilemmes assez forts, alors que pourtant on a l'impression comme ça qu'on n'a pas grand chose à faire. Il arrive pas toujours, hein, ça dépend des jeux, mais là je trouve que dans Rebirth il arrive à trouver pile poil le bon équilibre entre je suis très limité dans mes choix, donc j'en fais vite le tour, mais par contre choisir entre deux éléments juste par exemple, bah ça va quand même me faire me poser des questions. A priori, de ce que j'ai entendu, le rapprochement le plus immédiat ce serait Samurai, que moi j'ai pas joué, mais à chaque fois que j'ai sorti Rebirth et que des gens avaient joué à Samurai, ils disent ah ouais bah ça me fait penser à Samurai, donc voilà, peut-être que vraiment c'est pareil que Samurai avec quelques variantes etc, et que du coup ça perdrait un peu en estime parce que ce serait vraiment juste une repompe d'un vieux jeu, même si Knizia c'est dans son habitude hein, de repomper ses propres jeux. Dans Rebirth, l'idée, je parlais d'un tour extrêmement simple, c'est que on va écarter en début de partie X tuiles, pas beaucoup, hein, c'est assez anecdotique quand même, hein, l'écartement des tuiles. Mais le tour, ça va consister à, je place une tuile, et j'en tire une, pour le tour qui va venir, mais à chaque fois je n'ai qu'une tuile en main. Ce qui fait que bah, le fait de tirer à la fin du tour, ça laisse le temps de penser au prochain placement pendant le tour des autres. Les tours qui vraiment, c'est tac 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 tac, enfin ça avance vraiment à un rythme métronomique, donc le temps de réflexion avant votre prochain tour va de toute façon pas être trop long. Mais c'est toujours bien de faire tirer une tuile plutôt à la fin du tour qu'au début, quand bien même parfois il va falloir s'adapter au début de notre tour parce que là on pensait se placer, bah en fait ça a été pris. Je pense que ouais, il y a un truc là-dedans dans le fait d'avoir qu'une tuile, un peu à la Carcassonne hein, finalement, où on tire une tuile, on choisit, on la met. Je pense que les fous du contrôle, ça leur donne un peu de l'urticaire peut-être. Moi ça me fait plaisir. Je pense que les gens voudraient peut-être des ouvertures un peu plus larges, un peu plus de choix, que c'est des gens qui peut-être vont râler un peu sur le hasard, sur le fait que ah oui mais je peux pas faire grand chose, je tire qu'une tuile donc finalement j'ai pas beaucoup de choix, mais en vrai moi je trouve que si y a quand même du choix, c'est juste que effectivement ça retire un peu de temps d'analyse que moi je juge un peu inutile et un peu chiante. Donc ouais, moi je trouve que les décisions elles existent, elles sont intéressantes, juste le champ d'action des décisions, il est limité par les contraintes de placement. Et moi, la dose d'aléatoire qu'il y a dans le tirage de tuiles d'une seule tuile, ça me convient tout à fait. Hein. Ça me convenait dans Genesis, ça me convient un peu partout. Parce que, en gros, sauf les trois, je crois qu'on met de côté en début de partie, à la fin, nos tuiles, on les aura toutes posées à un moment ou un autre. Hein. Donc tu sais que, en plus, on connaît les trois tuiles qu'on met de côté, nous. C'est juste les adversaires qui le connaissent pas. En tout cas il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, on sait qu'à un moment elles vont être posées nos tuiles. C'est juste que la dynamique de partie, nos choix vont être un peu différents selon celles qu'on tire, à quel moment on les tire, à quelle fréquence on les tire. Mais à la fin on aura tout posé quoi. Mais justement la variété de la partie vient pas d'un setup différent ou quoi. C'est vraiment plus de juste qu'est-ce que je tire comme tuile à quel moment. Et donc je disais on a une seule tuile à placer et le côté très contraint ou qui vraiment limite les espaces de choix et d'analyse, c'est que sur cette tuile il y a un symbole et ce symbole être une contrainte de placement assez forte et du coup un peu comme dans un Kingdom Builder, je trouve il y a des filiations où je tire une carte. Alors je trouve que dans Kingdom Builder, je trouve l'équilibre meilleur dans Rebirth que dans Kingdom Builder à ce niveau là, notamment parce que dans Kingdom Builder ça rajoute la contrainte de l'adjacence du placement que moi j'aime moins. Là vraiment juste la contrainte elle est là par le symbole qu'on a sur la tuile et du coup c'est une contrainte quand même assez forte. Et là où dans d'autres Knizia par exemple Cascadero, il y a souvent la liberté de se placer où on veut. Et pour moi souvent, de ce point de vue là, c'est trop large l'ouverture, notamment en début de partie où je vais me dire ouais c'est quoi le meilleur coup et tout, et ça me paralyse un peu, et ça m'ennuie, et je me dis ouais c'est trop ouvert pour moi. Là c'est tout le temps assez fermé, de plus en plus au fil de la partie, hein, comme dans les jeux que j'ai cités avant, mais ouais je trouve que vraiment il y a ce côté là où c'est assez restreint, et où du coup mon regard se concentre aux endroits possibles, et selon mes options je peux faire le choix qui me paraît le plus judicieux assez rapidement. Mais c'est ce que je disais, si l'équilibre était pas le bon, ça mènerait à un jeu très très automatique, sans intérêt, où en fait je mettrais toujours à tel ou tel endroit. Là il y a quand même toujours plusieurs options qui mènent vraiment à des conséquences différentes pour nous, mais aussi pour les autres, et ouais parce que comme c'est souvent le cas chez Knizia, dans les Knizia de ce genre là, et de toute façon de manière générale chez Knizia, l'interaction est assez forte, notamment dans le côté blocage, et parfois il va falloir qu'on oreille telle personne qui se gave un petit peu trop en termes de points en plaçant vraiment plein de trucs les uns à côté des autres, ou qui va avoir trop de châteaux et qu'il va falloir commencer à aller lui contester. Alors je passe assez vite sur la manière de marquer des points, il y a plusieurs manières de marquer des points, ça dépend aussi de la phase du plateau si on joue en Écosse ou en Irlande. Il y a cette histoire de château ou le scoring immédiat par adjacence de tuiles, qui vont être un peu les mêmes scorings, et qui par ailleurs, au-delà de la contrainte indiquée par la tuile, ça va aussi diriger notre regard et notre façon de jouer. C'est surtout le système d'objectifs qui est différent selon les maps. L'Écosse, ça se base sur un tirage aléatoire. Quand on se place à côté des cathédrales, on va prendre un objectif, et du coup ça incite en termes de dynamique de jeu souvent à se placer vite
près des cathédrales justement pour avoir des objectifs vers lesquels on va pouvoir se diriger par la suite de la partie, ou bien il y a d'autres stratégies, hein, j'ai déjà vu pas mal de choses où on se concentre ailleurs au début et puis plus tard on essaie de tirer les bonnes, avoir des trucs déjà réalisés ou quoi, un peu comme dans les Aventuriers du Rail, vous voyez, en termes de dynamique, sauf qu'il n'y a pas le côté punitif des objectifs non réalisés qu'il y a dans les Aventuriers du Rail. Donc ça c'est le côté Écosse. Côté Irlande, c'est un peu plus compétitif du côté des objectifs, puisque c'est des objectifs qui sont révélés, face visible, et qui fonctionnent un peu sous forme de course, avec notamment, il y a un truc qui est cool dedans, c'est il y a un jeton qu'on va pouvoir récupérer, et qui permet de doubler les points qu'on marquera sur tel objectif, mais on peut que les mettre sur un objectif qu'on n'a pas encore réalisé. Je trouve ça intéressant dans ce que ça amène autour de la table en termes d'interaction, de focus sur tel ou tel objectif, c'est assez chouette. Et justement je parlais de trucs qui permettent de doubler, c'est quelques jetons, et c'est du côté irlandais, du coup c'est pas les cathédrales qui vont donner ça, les objectifs ils sont mis en rivière, et voilà, ils sont visibles pour tout le monde, c'est des objectifs communs. Et du coup, à la place des cathédrales, il y a des jetons qu'on va placer aléatoirement à certains endroits et qui ont des effets assez variés, qui vont modifier quelques dynamiques ici et là, qui vont être un autre focus du jeu, qui est vraiment quand même assez différent de ce qui se passe en Écosse. Donc vraiment, moi je trouve il y a quelque chose de très très bien dosé dans Rebirth, dans l'ensemble du jeu. Moi je l'aime bien vraiment à 2. En gros, on va réduire l'espace disponible pour garder cette tension-là qu'il y a dans le jeu. Je le préfère encore à 3 ou 4, où vraiment il va falloir jouer des coudes, il va parfois changer, on va devoir changer parfois de concurrent direct, essayer de plutôt enrayer tel autre plutôt que telle personne. Évidemment, à 3 et 4, les questions de majorité sont un peu plus tendues, les majorités autour des châteaux, et c'est vraiment ce que je retiens de Rebirth, moi, c'est le côté, parler de tendu, le côté de la tension à chaque tour, et cette tension, ces choix que le jeu arrive à installer avec juste une tuile à poser, quoi. Cette tension, elle s'accroît comme ça au fur et à mesure de la partie, notamment sur le placement des châteaux, avec des tours qui peuvent vraiment faire basculer les choses, notamment à 2, il y a vraiment cette sensation de tir à la corde plus que de majorité, où poum poum, ça se répond, et ça fait monter la tension comme ça, et le tout est évidemment renforcé en fait par le hasard dont je parlais, en fait, qui pour moi est encore une fois très bien dosé et qui apporte vraiment les bonnes émotions, puisque des fois ça passe à pas grand chose et il nous faudrait telle tuile et paf, on la tire pas, et ça nous aurait permis de piquer l'emplacement à tel adversaire, on l'a pas tiré, ou au contraire ouais yes j'ai eu la bonne et tout, ou au contraire tu l'as pas eu, c'est vraiment cool. Au début moi j'avais placé le jeu quand même dans la catégorie précédente, mais plus j'y ai joué, plus j'y ai repensé, plus j'ai écrit là ma critique, etc., et plus je me dis que vraiment il a sa place dans ces tops, et que dans son genre c'est vraiment pour moi Rebirth une proposition qui me convient presque parfaitement, que je trouve, enfin si je devais garder un jeu comme ça de pose de tuiles qui a ce type d'émotion, ce type d'interaction et tout, pour l'instant, alors il y a d'autres Knésiens que je pourrais proposer, mais il fait partie des premiers que je proposerais, et pourtant, et c'est là que je parlais de où est-ce que je le mets, les sentiments qui soulèvent sont pas forcément nouveaux, il y a quelque chose d'assez classique, notamment dans la dynamique de Rainer Knizia au niveau des sentiments de jeu, mais il y a aussi ce sentiment de classique au bon sens du terme cette fois, d'un jeu assez pur qui aurait pu peut-être sortir il y a une vingtaine d'années avec un look certes beaucoup moins chatoyant. Il y a des trucs que je reproche aussi quand même, notamment du côté de l'Écosse, il y a quelques objectifs qui vraiment manquent de personnalité, notamment le pire c'est ces 3 points qui ont aucune condition. Alors certes ça fait pas de charge mentale, on n'a plus besoin de penser à ces objectifs, mais c'est vraiment le niveau 0 en termes d'inventivité. Il y a aussi quelques objectifs, alors c'est pas du tout le même problème que dans Cascadero, où vraiment moi je trouve que la lisibilité dans Cascadero c'est un enfer. Là c'est beaucoup moins disons repoussant, mais il y a quand même quelques objectifs qui sont trop chiants à calculer, à observer, et que vraiment que ce soit au moment pendant la partie ou à la fin, ça donne des moments pas très agréables. Et puis sinon il y a beaucoup d'objectifs qui se ressemblent, qui juste concernent des lieux différents. Mais en dehors de ça, et du fait qu'on puisse lui reprocher d'être qu'une seule variation sur d'autres jeux de l'auteur, hein, comme souvent chez Knizia, pour le moment ça pourrait changer, hein, parce que encore une fois, si Samurai vraiment me retourne le cerveau et que en fait je proposerais toujours Samurai plutôt que Rebirth peut-être, je sais pas, mais en tout cas à défaut de connaître les inspirations qui peut-être lui sont supérieures, Rebirth il rejoint vraiment les très très bons jeux sortis en 2024, dont j'ai déjà fait pas mal de parties, dans pas mal de configurations, sur les 2 plateaux, et ouais, moi je vais continuer à le sortir, encore une fois, sauf vraiment truc qui le dépasse dans exactement les mêmes sentiments de jeu, mais sinon dans les années à venir, je vois pas pourquoi je sortirais pas Rebirth régulièrement. Après on va parler un peu d'un autre souci, mais qui m'intéresse moins entre guillemets, comme j'ai le jeu,
c'est plus un souci en termes de produits, c'est l'espèce de cohérence entre prix et attente. Ça peut être un peu le cas pour Rise ou pour prendre un cas extrême comme Foundations of Rome, vous savez ce Kickstarter à 200 balles, enfin très très cher pour un jeu qui est pas beaucoup plus compliqué qu'un, j'allais dire un Azul, peut-être un peu plus quand même, mais qui peut quand même avoir un public assez large. Alors Rise c'est un exemple extrême pour une autre raison, c'est que vraiment son look, on aurait dit que c'était du Brass alors que pas du tout. Là on n'en est pas là, au niveau du look il y a quand même un côté assez attractif pour un public assez large, mais quand même que ce soit le visuel et puis le prix, et la taille de la boîte et tout laisse penser à un jeu un peu un Eurogame ou quoi, surtout pour des gens qui connaissent pas Knizia et qui n'auraient pas forcément les conseils des vendeurs, vendeuses ou quoi. C'est vraiment pas le cas quoi, on est vraiment pas loin d'un Kingdom Builder je trouve en termes de difficulté, alors que Kingdom Builder avait un peu le même problème par ailleurs hein, avec son truc un peu médiéval random qui laissait penser à un jeu de gestion ou de conquête un peu plus compliqué que ce qu'il est. Je crois qu'il y a une VF qui peut-être est dans les tuyaux, en tout cas je crois qu'il y a des gens qui réfléchissent à le faire en VF. Mais si, comme encore une fois, je sors du point de vue critique pour me placer du côté de l'aspect produit, bah, les châteaux Henry Wood, les cathédrales Henry Wood aussi, tout ça c'est pas indispensable. Alors certes, ça aide à la lisibilité, mais je pense que des jetons en bois feraient complètement l'affaire. Mais j'ai du mal en fait à voir comment une localisation ferait vraiment descendre les prix pour vraiment en fait toucher un public qui pourrait vraiment prendre son pied à ce jeu-là, quoi. Enfin, vraiment public familial et qui jouerait un très bon jeu en fait, mais qui, ben, soit n'a pas les moyens, soit a une vision parfois un peu stéréotypée que je peux comprendre, hein, qui est véhiculée par la taille, le prix, le look du jeu, et que donc, ben, naturellement, ces gens-là vont pas forcément aller vers Rebirth, alors que c'est vraiment un bon jeu et qui serait un bon jeu d'entrée dans le média, quoi. Alors moi je vous l'ai dit, hein, je m'en fous un peu de ce produit, c'est plus une réflexion sur le marché. Moi j'ai ma boîte et en tout cas, vous l'avez compris, c'est pas chez moi que vous l'aurez d'occasion. On quitte les jeux récents pour retourner cette fois quelques siècles en arrière en Italie avec un des jeux qui est les plus joués traditionnellement dans le pays, c'est la Scopa, qui je crois est le plus joué avec la Briscola, que je n'ai jamais joué. Et ça fait des années que je devais découvrir ce jeu, et enfin l'ami Raoul, dont j'ai parlé un peu plus tôt pour Run Emily Run, bah, il me l'a fait essayer après m'en avoir parlé plusieurs fois, je crois que c'est le professeur aussi qui m'en avait parlé quelques fois. Alors j'ai essayé différents formats, différentes configurations, différentes variantes, mais finalement ce que je préfère c'est la manière dont il me l'a fait découvrir. Alors, on peut avoir un biais, hein, que quand on découvre d'une certaine manière ça devient un peu notre référence, c'est la Scopa à 2 uniquement en 21 points, avec la possibilité de récupérer plusieurs cartes si la somme de la carte qu'on vient de placer, ça fait ces plusieurs cartes là. Et avec en plus la variante Napola, que je vous laisserai aller vous renseigner, mais en gros c'est une variante qui valorise quelques cartes qui ont la couleur denier en plus des points habituels, ce qui va bien en fait cette variante là avec le passage à 21 points plutôt que les 11 qui sont joués traditionnellement, parce que la variante Napola, justement la valorisation de certaines cartes, ça peut rendre certains scores de certaines manches un peu explosifs, donc c'est bien de monter un peu le total de points nécessaires pour la victoire. Alors le jeu en France il a connu une petite remise en avant là récemment avec il y a Yellow qui a sorti une gamme de jeux traditionnels, il y a le Koi-Koi, il y a le Tarot, et il y a notamment la Scopa, en partenariat je crois avec un musée pour le côté un peu plus historique qui est présent dans les livrets. Le tout en fait, ce qui est assez intéressant, c'est des illustrations qui sont réalisées par les personnes du monde du jeu, donc ouais, c'est pourquoi pas, mais ça reste, bon, vous n'avez pas besoin de ça pour y jouer, hein, vous n'avez pas besoin de la Scopa pour jouer à la Scopa, n'importe quel jeu de cartes ça suffit, puisqu'il y a 40 cartes qui vont je crois de 1 à 10 dans les 4 couleurs, et bah il y a un truc qui me paraît un peu bizarre dans l'édition de Yellow, c'est que tout de suite je crois il parle d'un jeu de pli, alors que ça me paraît très abusif de parler de jeu de pli pour la Scopa, c'est ce que les anglais appellent du jeu de phishing, hein, du jeu de prise comme ça, donc ouais, parler de jeu de pli comme ça dans un truc qui a vocation historique et patrimoniale pour la Scopa, ça me paraît quand même assez limite, mais bon. Autre chose qui me paraît un peu limite du côté de l'édition de Yellow, c'est bah il y a le choix qui est fait de pas mettre les valeurs et les couleurs dans les coins des cartes. Alors je sais que c'est dans l'idée de respecter le design des cartes italiennes qui effectivement sont comme ça, reste que ben à un moment on modernise certaines choses et il y a du sens à ça. Alors je comprends le côté patrimonial, reste que en termes de lisibilité et tout, il y a certains éléments de la modernité qui sont peut-être bons à prendre, n'est-ce pas? J'en parlais un peu avec Rebirth juste avant, je trouve que vraiment dans la Scopa, la place du hasard, de l'opportunisme, c'est quelque chose qui est assez parfait là-dedans, avec ce système de tour, on a 3 cartes en main, on joue les 3, chacun à tour de rôle, ensuite on en repioche 3, ça laisse de la place à des choix. Alors certes quand on a l'habitude
de jouer à la Scopa, moi j'en ai fait des dizaines de parties depuis, c'est des choix assez automatiques, assez évidents, on comprend un peu la hiérarchie des différentes cartes et donc ce qu'on peut laisser comme ouverture à l'autre en jouant telle ou telle carte, mais pour moi c'est vraiment pile le bon ratio entre analyse de la situation et ce que je vais faire de la situation en termes de décision. Dès qu'on passe dans une Scopa où on est 3 ou 4, surtout en individuel, hein, je trouve que vraiment on perd cet équilibre très fin qu'il y a dans la Scopa à 2. À la limite, aller à 4 en équipe, ça peut le faire, mais sinon je trouve que ce qui est sur la table, ça bouge beaucoup trop avant qu'on rejoue, et donc tout cet équilibre-là disparaît un petit peu. Parce que là, on apprend quand même vite la priorisation des cartes, qu'est-ce qu'on peut lâcher à l'autre, en gardant à l'esprit que peut-être l'adversaire va prendre les cartes qu'on lâche, et il y a ce qu'elles valent réellement les cartes, et puis ce qu'elles valent potentiellement, donc de là, en ayant quand même conscience de tout ça, bah on fait un peu avec ce que le destin nous donne, avec les 3 cartes qu'on pioche, avec un petit peu de calcul, un petit peu de probabilité, un peu de prise de risque, un peu de culot, et de là, découlent des émotions qui sont assez pures, le plaisir de faire une Scopa, la tension quand on n'est pas loin de la Napola, ou justement la tension quand on essaie à tout prix de l'éviter chez l'adversaire, il y a le stress de se faire piquer une carte parce qu'on n'a pas eu le choix, c'était la dernière qu'on avait en main et c'est le set de denier assez important, et il y a le stress que l'autre en face il est un 7, on sait qu'il n'y a plus qu'un 7 dans le jeu, est-ce qu'il l'a, est-ce qu'il l'a pas, il y a des questions de timing selon si c'est nous qui sommes à l'ouverture ou si c'est l'adversaire, il y a plein de variantes qui sont proposées par des personnes un peu frustrées, je parlais aussi de ces personnes là, c'est les mêmes hein, dans Rebirth et dans la Scopa je pense, et c'est sûrement les mêmes qui aiment des Eurogames un peu nazes actuels, où il y a un côté où on veut tout contrôler, on veut mettre du contrôle partout, limiter le hasard et l'aléa, donc il y a des gens qui préfèrent avoir une main un peu plus grande ou bien d'avoir 3 cartes et à chaque fois t'en poses une, t'en pioches une, donc l'idée c'est de réduire ce hasard hein, et dire ouais la Scopa c'est un peu random dans sa version d'origine, c'est pas terrible, alors que pour moi c'est justement tout cet équilibre là que je trouve parfait et qui apporte justement ces sentiments forts de jeu, ces petits moments de surprise, c'est dynamique avec il y a des manches où il va y avoir plein de Scopa qui parfois vont s'enchaîner parce que tu fais une Scopa, pouf, derrière tu remets une carte, pouf, tu enchaînes avec une autre Scopa, etc. Et les Scopas c'est 1 point à chaque fois, et c'est beaucoup 1 point sur les 21. Et il y a d'autres manches où au contraire il n'y a pas une seule Scopa qui va être réalisée, des fois il y a des parties où on fait genre une Scopa dans toute la partie, donc c'est vraiment des dynamiques assez différentes. Et dans l'ensemble, même si il y a des parties qui peuvent être à sens unique, hein, ça arrive, il y a des trucs où vraiment tu subis toute la partie, mais il y a l'idée que la succession de manches, c'est plutôt en faveur justement d'un lissage du hasard, ça donne des parties avec du suspense, des remontées, des manches assez extraordinaires en termes de points, au lieu que justement chaque manche se ressemble et qu'il y ait une espèce d'équilibre global qui soit un peu parfait tout le temps, qui en fait le résultat de tout ça c'est en général un ennui assez mortel de mon côté. Il y a quand même un truc, il y a la question du scoring qui quand je joue sur table, pour moi le scoring de la Scopa c'est toujours une purge, ce qui fait que je privilégie de loin la pratique sur application, où c'est aussi sur BGA, sur Board Game Arena il y a pas mal de petites options, mais sinon il y a plein d'applications qui vous permettent de jouer contre des IA tout à fait correctes et qui sont paramétrables et tout, même si évidemment sur table dans ce genre de jeu il y a la tension, il y a les regards, tout ça disparaît. En fait, le scoring de la Scopa, c'est pas mal d'éléments qui en fin de manche rapportent des points. Il y a le set de deniers, il y a la majorité sur les deniers, il y a l'histoire des Scopas, tout ça c'est assez facile à évaluer, hein, les Scopas c'est en cours de jeu, tout le reste c'est à la fin, mais j'ai le set de deniers, ça me fait un point, c'est simple à évaluer, mais il y a ce qu'on appelle la Primera, et une question de nombre de points qu'on a dans notre main, et ça c'est infernal, parce que tout vérifier pour 1 point, parce que la Primera ne rapporte qu'un seul point, donc la même chose que le set de deniers, hein, qui je vous le rappelle, je regarde dans mes cartes que j'ai prises, j'ai le set de deniers, ça me fait 1 point. Là il faut tout compter, c'est affreux. Une idée du démon. Je sais pas qui a eu cette idée. Alors peut-être que, je sais pas, peut-être que des habitués qui ont fait ça toute leur vie avec leurs grands-parents ou au café, pour qui c'est vraiment un jeu au quotidien quasiment, peut-être que ces personnes-là ont développé soit des routines, soit des stratégies pour éviter ce décompte fastidieux de la Primera. Heureusement, je parlais de modernité pour les valeurs dans les coins des cartes que Yellow avait pas choisi de mettre, heureusement il y a des variantes un peu plus modernes qui existent, qui sont beaucoup plus simples, c'est en gros des trucs sur la majorité des cartes maîtresses ou ce genre de choses, qui permettent vraiment de compter beaucoup plus vite quand même ce fameux point de la Primera, et qui 99% du temps ça aboutit au même résultat de qui aura le point, c'est juste que ça accélère le processus, donc préférez ces variantes là en tout cas je trouve, à moins que vraiment il y ait des moyens que j'ignore de compter vite la Primera telle qu'elle est à l'origine, mais en tout cas vraiment très grand jeu, des sensations merveilleuses, et j'avais découvert le Schnapson en 2023 qui est aussi un jeu à 2, cette fois vraiment de pli pour le coup, plutôt du côté germanique de l'Europe, et avec la Scopa, avec le Schnapson, il y a ce côté assez impressionnant qui rend très humble en fait, quand on joue à ces jeux, on se dit que ouais, face à des telles propositions aussi fortes, le jeu de société moderne n'a pas amené grand chose, et que finalement
on pourrait se contenter souvent de jouer à des jeux qui ont des siècles et qui déjà agrégeaient la majorité des émotions qu'on peut ressentir en pratiquant le jeu de société en 2025 et qui en plus les proposaient dans des meilleurs, disons, ratios et qui faisaient que les émotions sont plus fortes que la plupart des jeux actuels. Et enfin, je voulais finir par ça quand même, la Scopa, comme parfois d'autres jeux traditionnels, ça éveille chez moi un sentiment assez rare dans le média, c'est une impression de nostalgie d'une époque et une géographie que j'ai absolument pas connue. Et quand je joue à la Scopa, il y a un certain exotisme, j'ai un peu l'impression comme ça d'être un petit papy italien dans le café du coin, en train de jouer à ça toute la journée, pour toute ma retraite et tout. Juste, ouais, jouer à ce jeu-là, ça éveille en moi cette impression de tout un personnage, de toute une vie qui est pas la mienne, qui, bien sûr, cette impression, ce regard, c'est le fruit de représentations assez stéréotypées, et très réductrices de ce que c'est que la réalité de la vie d'un Italien, notamment en 2025, mais même à toute époque, quoi, enfin depuis que la Scopa existe. Mais le résultat, finalement, c'est quand même d'amener un sentiment que me procure quasiment aucun jeu moderne, donc ça aussi, c'est assez rare. Mais même à toute époque, quoi, enfin depuis que la Scopa existe. Mais le résultat, finalement, c'est quand même d'amener un sentiment que me procure quasiment aucun jeu moderne, donc ça aussi, c'est assez rare. Voilà, nous sommes donc à la conclusion de cette nouvelle vidéo de découverte qui, je l'espère, vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous y passez, à parler de vos propres jeux, des jeux qui vous ont marqué. Si jamais aussi vous êtes en désaccord avec moi, notamment sur les jeux que j'ai pas aimé du tout ou dans les tops, vous pouvez le dire dans les commentaires, argumenter et tout, tant que ça se fait dans la bienveillance, c'est très bien. Vous pouvez aussi donc lâcher le petit pouce qui va bien, et puis comme d'habitude à la fin de ces vidéos, c'est le moment pour moi de vous remercier de l'avoir regardé cette vidéo, mais surtout aussi de remercier les personnes avec qui j'ai partagé des moments autour des tables, que ce soit des tables numériques ou physiques. Je l'ai pas dit dans l'introduction, mais ouais, je fais ces vidéos-là pour parler de découverte numérique ou physique, peu importe. En général, j'essaie de le préciser un peu dans mon avis. Donc merci à toutes ces personnes-là qui permettent en fait que je passe ces bons moments ou ces moins bons moments. En fait, en général, je passe toujours des bons moments, que le jeu soit bon ou mauvais. C'est pas la qualité du moment qui définit la qualité de l'œuvre. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Merci aux éditeurs aussi qui font un peu d'effort pour mettre des ressources en ligne. Là, je le disais, mais Allplay, petit carton rouge là-dessus sur Panda Panda et sur Fairy. Il n'y a pas de vidéo et tout parce que c'est des jeux un peu particuliers dans leur gamme qui passent pas directement par Kickstarter et tout, donc voilà, c'est un peu plus délicat de trouver des fois du contenu directement de l'éditeur là-dessus. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je le redis, mais il y a le petit Buy Me a Coffee aussi où vous pouvez participer à partir de 1 € si vous trouvez que ce que je fais mérite votre argent et encore une fois que vous avez les ressources pour financer ça. Allez pas dépenser les ressources que vous n'avez pas. C'était les découvertes d'octobre. Maintenant, on va pouvoir se mettre un peu à l'écriture de celle de novembre. Je sais plus. Il y a un moment où, je crois que c'est en décembre, où il y en aura pas beaucoup. Novembre, je sais plus, parce qu'à un moment, j'ai eu un gros week-end jeu en novembre avec plein de découvertes. Donc, peut-être que novembre, il y en a beaucoup. Je ne sais plus. Peu importe. En tout cas, moi, je vais me mettre à l'écriture. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. En attendant la prochaine vidéo de découverte, vous pouvez aller un peu sur d'autres formats, l'hebdo, etc. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Bon printemps aussi, profitez bien de l'arrivée du printemps. Ici, il fait beau. C'est un vrai plaisir de se promener et tout. Donc, voilà. Passez de bonnes fêtes, bien sûr, Flavien, de bonnes fêtes. Passez de bons moments. Prenez soin de vous. Ciao.